Ma thèse, c'est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Moi, j'adore fréquenter des gens qui sont dans un état d'esprit de performance, de progrès permanent. Je trouve que c'est le beau de l'être humain, tu vois. T'élèves avec eux, en Ouais. fait. Il m'a dit, en fait, tu sais quoi, tu vas dégager parce que sinon, je vais te pourrir la vie. Et on lançait un média, fallait envoyer des millions, en fait. C'est vrai qu'en France, pas se mentir, l'échec, c'est pas forcément très bien vu. Idéalement, il faut les prendre le plus tôt possible, voir comment ça fonctionne. Tu vois, moi, celle que j'ai complètement laissé passer, hein. Clairement, la vague crypto Web3. C'est une sacrée révolution aussi. Puis je me suis rendu compte que le business était un truc qui m'intéressait. Je suis allé à Paris faire une école de commerce. J'ai toujours eu une passion pour Paris. Je suis un Parisien d'adoption, mais un Parisien, je pourrais dire presque pure souche désormais. En fait, je suis un vrai créatif. Tu vois, je suis un entrepreneur créatif. Je suis pas un gros gestionnaire. Ça m'emmerde même un peu, je dois dire, mais moi, je suis un vrai créateur. Tu vois, ce que j'aime, c'est créer. Le Kidam va, avec son appareil photo un jour dans sa poche tout le temps, devenir le plus gros producteur d'images. Ça, c'est un super retour que tu fais là. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole à des multi-entrepreneurs. Moi, je suis expert comptable et multi-entrepreneur également. Aujourd'hui, je reçois un serial entrepreneur qui est à la tête du podcast business numéro 1 en France, Mathieu Stéphanie. Salut Jonathan. Salut Mathieu, je suis ravi de t'accueillir. Pour moi, c'est vraiment un honneur de te recevoir parce que tu es quand même la pointure, la référence du podcast business en France. Merci. Et du coup, je suis très content de me prêter au jeu avec toi. Moi aussi, je suis très content d'être là. Merci. Tu passes de l'autre côté, de l'autre côté du micro et du coup, c'est cool. On va découvrir ton parcours, les boîtes que tu as montées, ce que tu fais actuellement. Donc, je vais commencer par te laisser te présenter pour que les gens apprennent à te connaître si tu ne connaisses pas déjà. Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Heureusement, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de croissance devant moi. Donc, tu vois, je suis très content. Je suis Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur depuis 2005, dans la tech principalement, mais aussi dans d'autres univers. Je suis vraiment allé très tôt dans la tech, avant dans les médias. Je suis papa de 3 enfants, heureux mari. Voilà, je suis passionné par mon travail. J'ai la chance d'avoir créé un podcast qui s'appelle Génération du Turself que tu viens de mentionner, un autre qui s'appelle La Martingale ensuite sur les finances perso pour apprendre à gérer son argent et de pouvoir utiliser mes contenus comme je le veux pour m'éclater, pour rencontrer des gens incroyables tu vois, je sais pas, Alain Ducasse, Mike Horn, à Redouane Bougueraba, à des femmes exceptionnelles comme Virginie Guyot, qui a été la première femme à diriger la patrouille de France. Ouais, et donc voilà, ma thèse, c'est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et moi, j'adore fréquenter des gens qui sont dans un état d'esprit de performance, de progrès permanent. Je trouve que c'est le beau de l'être humain, tu vois. T'élèves avec eux, en Ouais, fait, c'est ça? ouais. Tu vois, ce matin, j'ai échangé avec. Il se trouve que c'est le fils d'un ancien collègue de mon père que j'aime bien. Et puis, on se parle tous les 2-3 ans. Et puis, il est à Caen, il développe sa petite agence web seul. Et puis, on a parlé 3/4 d'heure, 1 heure. Et tu vois, à la fin, il me remerciait. Je lui dis, non, mais tu sais, moi, tu as un état d'esprit, ça m'alimente, tu vois. Moi, j'adore avoir des gens qu'on veulent, qu'on la hargne, qu'on met la hargne dans le bon sens, tu vois. Et ça m'anime, ça me passionne. Je comprends aussi, parce que moi, c'est ce que j'aime dans mon métier d'expert comptable, justement, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont faim, quoi, qui ont envie d'avancer, qui se remettent en question, qui ont envie de découvrir plein de choses. Et c'est vrai que toi, c'est ce qu'on voit dans tes podcasts, du coup, c'est ce côté-là. C'est vrai que tu vas chercher la performance et tout. C'est vraiment cool, en tout cas. Je te félicite, j'en profite pour te féliciter, du coup, parce que ce que tu as construit, c'est vraiment incroyable. Ça me touche beaucoup. Merci, Jonathan. Du coup, toi, c'est quoi ton parcours à la base? Donc, tu as commencé à entreprendre en 2005, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Écoute, moi, je suis un petit Cherbourgeois. Je suis né en Normandie, dans une petite ville française, tu vois, je pourrais dire moyenne, mais c'est moyen petit quand même. J'ai eu un parcours vraiment, tu vois, assez normal d'étudiant. Comment on les nommait, les peut mieux faire, tu vois, c'est-à-dire que je ne foutais pas grand-chose. Peut mieux faire, c'est pas mal. Ouais, je foutais pas grand-chose et je m'en sortais toujours à peu près bien.
Et puis un jour, je me suis rendu compte justement que peut-être que si je m'y mettais un peu. Alors, je faisais beaucoup de sport. Moi, j'ai été 1 année pro en hockey sur glace à Cherbourg dans l'équipe. Donc, j'étais vraiment à fond dans le sport. Et puis, je me suis rendu compte que bah, le business est un truc qui m'intéressait. Je suis allé à Paris faire une école de commerce. Je suis arrivé à Paris ici. J'ai toujours eu une passion pour Paris, tu vois? Je suis un Parisien, d'adoption, mais un Parisien, je pourrais dire presque pure souche désormais. En tout cas, voilà, j'adore cette ville. Je la mets jamais en opposition avec le reste d'ailleurs, tu vois? Je vais éviter de dire province, région et cetera, même si, je suis très fier de pas être né à Paris d'avoir grandi justement en Normandie. Tu vois, je suis fils de mon père travaillait, était médecin, ma mère était infirmière, mais elle a arrêté de travailler assez tôt, donc c'était pas, c'était on va dire, de français moyen plus, ou petite bourgeoisie, tu peux te mettre entre les 2, Mais il n'y voilà. avait pas Et de parcours entrepreneurial non, pas du prédestiné. tout. Dans ma famille, pas du tout. On était vraiment, une famille, mes oncles, mes tantes, tout ça était, soit, tu vois, je sais pas, certains Crédit Agricole, soit, avocat, soit médecin, mais voilà. Mais du coup, tu dis, j'ai senti que j'étais attiré par l'entrepreneuriat et je suis monté à Paris. Mmh. Ça, c'était à quel âge? À 18 ans, je suis parti à Paris à 18 ans et bah, j'ai fait toutes mes études à Paris et ce qui était pas le parcours traditionnel. Tu as grandi où toi? Moi, j'ai grandi en Île-de-France. En Île-de-France. En fait, ce qui est bizarre, on se rend pas bien compte quand tu viens d'Île-de-France, ou quand tu viens de grandes villes, c'est que le parcours quand tu es dans une ville qui est pas universitaire, c'est que tu pars de la ville, donc Cherbourg pour aller à Caen. C'est partout comme ça en France, hein, enfin souvent, hein. Si tu veux aller en études supérieures, c'est ça. Donc Caen, c'est quand même à 1 heure et demie, 2 heures de route. Donc tu pars à Caen et puis à Caen, tu fais tes études, et moi étant un peu mieux faire, je me suis dit: «Tu sais quoi? Si je débarque à Caen avec tous mes potes pendant 3-4 ans d'études, C'est la guerre. ça va mal se terminer cette histoire, peut-être que le sport m'aurait sauvé, j'aurais peut-être réussi à intégrer l'équipe de Caen, je sais pas s'ils étaient d'ailleurs aussi forts que Cherbourg, à ce moment-là et je l'ai mal senti et puis j'avais vraiment cette envie d'aller à Paris mais ce qui est drôle, c'est que les écoles de commerce, c'est pas dans tes options. À l'époque, ça l'était pas en tout cas, il y avait moins de contenu et cetera. En fait, tu avais, si tu voulais faire du business, tu avais les IUT, sinon c'était, fac de droit, fac d'éco, fac de médecine, sociaux éventuellement. Mais tu vois, il y a jamais personne te dit et puis il se trouve que moi j'ai une copine en terminale qui me dit: «Ouais, mes frères ont fait l'ESCA à Angers». Il se trouve dans le concours de l'ESCA, donc je me suis dit: «OK, pourquoi pas, ça a l'air bien». Dans le concours de l'ESCA, il y avait une autre école qui s'appelle l'IPAG, qui est boulevard Saint-Germain, et puis j'ai fait cette école qui s'appelle l'IPAG et je me suis mis à taffer, pendant les cours pour, pas partir des peu mieux faire de l'école. C'était à peu près le gros critère de recrutement de l'école, je pense. C'était D'accord. une armée de peu mieux faire. Mais il t'emmenait vers le truc et puis j'ai fini, par être, je crois avec, j'avais quand même une copine, Delphine, qui était, majeure de la promo, je pense, en dernière année. Je devais être le 2e, tu vois? Mais Ah ouais, voilà, donc je me suis fait mis à taffer belle à fond. révélation. Ouais, grave. Mais révélation de l'entrepreneuriat, j'ai fait tu vois, le master, c'était, entrepreneuriat et reprise d'entreprise ou quelque chose comme ça et j'avais des intervenants qui étaient ouf. Ma dernière année était incroyable et là, je me suis dit: «C'est bon, c'est ça que je veux faire», tu vois? C'est sûr. Mais c'est incroyable parce que ça veut dire qu'à 18 ans, tu prends la décision de partir à Paris Mmh. sans avoir d'expérience entrepreneuriale dans ton entourage, mais pour autant, tu sais que le business t'attire. Ouais, en fait, tu as une sorte de liberté, ouais, moi, en fait, je suis un vrai créatif, tu vois? Je suis un entrepreneur créatif. Il y a des entrepreneurs gestionnaires. Moi, je suis pas un gros gestionnaire. Ça m'emmerde même un peu, je dois dire, mais la gestion. Mais moi, je suis un vrai créateur, tu vois? D'accord. Ce que j'aime, c'est créer. Et donc, quand tu finis tes études, Ouais. on est en quelle année? On est en 2002, et là, j'atterris chez Métro, le quotidien gratuit. Tu te souviens, tu vois ce truc? 20 Non. minutes métro, il y avait des Ah oui, quotidiens oui, oui, gratuits oui, distribués, exactement. Oui, voilà, à oui, la je me sortie du souviens. métro. Oui, oui. Et donc, c'était une vraie aventure entrepreneuriale. C'est intéressant parce que j'ai été le premier Français, c'était des Suédois. Ils m'ont recruté et je me suis mis à recruter. On a monté un journal en 2 mois. Donc, eux, ils avaient déjà tout le setup pour le faire à l'international, mais ils arrivent, ils débarquent, ils recrutent j'appelle ça un chaouche, c'est un terme d'Afrique du Nord. Mais j'étais la bonne à tout faire, je faisais tout, mais littéralement tout, mais ils pouvaient m'appeler à 3 du mat, à 4 du mat, toute la journée, le dimanche, j'étais leur vraiment
Mais genre. Et t'étais attiré par le côté média? Il y avait le déjà média, ça c'est clair, le média qui m'intéressait. Et puis il y a la création d'entreprise, tu vois. Là, on a créé, c'était une start-up en fait. Être capable de créer tu vois, un quotidien qui est très vite devenu le plus gros quotidien français en volume, en 6 semaines, c'est un truc de ouf. Moi, je suis arrivé, j'ai recruté des rédac chefs, des gens qui faisaient de la distrib. J'écrivais moi-même les conditions générales de vente en prenant celles de Libé, celles de l'Humanité, du Figaro et de tous les journaux que tu pouvais trouver. Puis je les mélangeais tous, puis je me disais, bon, ça doit marcher. Pendant 10 ans, c'est resté les conditions générales du truc. Enfin, tu vois, c'est assez drôle. Et donc, j'étais vraiment dans ce mindset d'entrepreneur. Quoi, Ouais, pour ceux qui nous regardent et qui sont plus jeunes, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est des business qu'on comprend pas forcément, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait le journal dans le métro. Ouais, en fait, c'est un journal qu'on distribuait gratuitement. Et le principe, c'était que nous, ensuite, on vendait de la pub dans le journal. Donc, la différence entre un journal payant et ça, c'est qu'un journal payant, comme ça baissait, il faisait peut-être 100 000 numéros par jour, 100 000 copies par jour, alors que Métro, on était à, je sais pas, au plus haut, on devait être à 600 000. Donc en fait, tu avais un impact de malade. Tu avais 1 million de personnes qui lisaient ça tous les jours dans les 10 plus grosses villes de France. C'était énorme, donc tu vendais ça super cher. Ok, Tu vois, super. une quatrième de couve, la dernière page, ça se vendait entre 50 et 100 000 euros pour une journée, tu vois. Donc c'était vraiment oui. des... Voilà, Toi, à l'époque, c'est c'était très beau business. ouais, Ouais, ouais. ouais. Et du coup, une fois que donc tu passes par cette Ouais. expérience-là, En 2 mots, tu vois, j'ai été recruté par un Hollandais. C'était des Suédois et des Nordiques, mais là, c'était Jan van der Marel, que j'ai revu depuis. Il me recrute. Il me dit, écoute Mathieu, là, en gros, tu vas être la bonne à tout faire. Tu es junior. Nous, on te met à l'épreuve. Si tu progresses vite, tu pourras aller dans telle équipe. Tu pourras ils te font faire des trucs, tu sais. D'abord, tu es télésales au téléphone, une fois qu'on a lancé le machin. Après, tu vas te balader, rencontrer des gens dans les différentes villes. Après, peut-être que tu peux aller à l'international. Après, peut-être. En fait, j'ai suivi exactement ce parcours. Je suis arrivé chez Métro International en Angleterre en 3e année, donc j'ai vraiment eu le parcours d'excellence dans la boîte. Mais j'étais vraiment super dédié, t'as pas idée quoi. Et après, je vendais, je le développais dans toute l'Europe, en Allemagne, enfin voilà, partout. mais J'avais des gros c'est clients. génial comme Et expérience c'était en vrai. extra. Parce que tu es passé par tous les services, toutes les Tout, fonctions. tout. C'est ça aussi qui a dû Ouais. donner encore plus l'envie d'aller derrière, Et d'entreprendre. ils m'ont appris, mais t'imagines même pas, en sales, c'était monstrueux, c'était une machine incroyable. Et puis à la fin, tu vois, moi j'étais basé à Londres, j'allais toutes les semaines dans 1 ou 2 capitales européennes. C'était épuisant, c'était hallucinant. C'est assez intéressant, moi ça me faisait rêver de faire ce genre de truc. Mais au bout d'un moment, t'es carbonisé, tu vois, c'est vraiment Mais très éprouvant. c'est super intéressant parce que, bon, on va pas faire de l'inspirationnel ou de la philosophie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi j'entends certaines personnes qui se cantonnent à faire ce qui est prévu dans leur boîte parce que c'est ma fonction et Ah je vais non, pas non, faire de dépassement de fonction en gros et aller sur d'autres sujets parce que c'est pas des sujets que je maîtrise. Mais au final, toi, tu as fait totalement l'inverse et je suis convaincu que c'est ce qui te permet de gagner 10 ans en 1 an, Ah quoi, non, tu mais vois. là-bas, oui, ça, c'est sûr que je faisais 10 ans en 1 an. Que ce soit en sales, tu vois, ils avaient des trucs aujourd'hui, moi, quand je dis ça, certains dans certaines équipes, alors je le dis, hein, mais je le pousse, mais typiquement en France, quand j'ai été donc assez vite key account, donc les comptes clés, je gérais les plus gros clients français de métro. Je devais faire minimum 10 rendez-vous par semaine, extérieurs. 10 rendez-vous, c'était pas de la visio, etc. hein. Donc minimum 10 rendez-vous. Quand tu es sales, ça commence à faire, tu vois. Faut Donc, courir, ouais. je faisais généralement un déjeuner, souvent tous les jours, un petit déj. Puis finalement, tu te retrouves. Mais à la fin, j'étais souvent à 15 rendez-vous. Quand tu fais 15 rendez-vous, tu veux un produit finalement assez simple à vendre, enfin simple, puissant, etc. C'est pas un truc, c'est pas des ventes très complexes, mais tu cartonnes en fait. Ça va vite, hein, tu vois. Tu rentres vite dans un truc où. Et t'aimais vendre? T'aimes vendre ou Ouais, pas? Parce que ouais. ça fait partie de ton profil, toi, de vendre? En Parce que je fait, sais que moi, tu as un j'aime les profil quand gens. même un peu tech. T'aimes la Non, tech, non, mais j'aime mais la tech, j'aime tout ça, mais j'aime vendre. Non, ça c'est sûr. Il y a un côté, mais j'aime vendre. J'aime pas vendre à la façon Loup de Wall Street, tu vois. Je suis pas un vendeur de, je vais t'en mettre plein. Tu vois, je suis un vendeur où j'aime quand je suis totalement aligné avec mes clients. il y a un besoin, t'apportes une J'aime solution. le succès d'une relation. C'est pas le succès, la réussite, tu vois. C'est me dire, tiens, j'ai un client, il a un problème, je vais le régler. Et ça, tu vois, et puis si j'arrive à le régler at scale, pour le faire grandir, que lui soit très content, moi, c'est ce que je kiffe, quoi. Donc voilà, j'adore ça, oui.
Okay, super. Donc ta passion de l'entrepreneuriat, elle démarre là. Elle démarre là et elle s'arrête. Enfin, en tout cas, mon expérience là-bas s'arrête un jour où… Parce que la passion ne non, s'est elle s'est jamais pas arrêtée. arrêtée, t'as raison. En tout cas, mon expérience chez Metro s'arrête avec un boss anglais avec qui ça se passe très mal. Et honnêtement, je lui en veux, ou je lui en veux plus, je sais pas, mais je le remercie aussi à la fois. C'est-à-dire que je crois que déjà, je suis assez difficilement gérable. Donc, avoir un boss, honnêtement, là, aujourd'hui, tu me dirais, tiens, on va te mettre un boss. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de très inspirant et voilà. Parce que sinon, je suis pas sûr du truc. Et lui, il me faisait des coups. Tu vois, un jour, je suis revenu d'Allemagne. J'étais à… c'est pas très intéressant, je sais plus quelle ville, à Francfort, je crois. Je reviens de Francfort, j'avais signé un très gros deal, le plus gros deal ever de toute la boîte. Je crois que c'était Kia le client ou quelque chose comme ça. Et le lendemain, j'arrive au bureau, 8h, j'étais toujours le premier au bureau. Je croise Jane, l'assistante du CEO. Je lui dis, ah, vous avez fait la fête hier? Elle me dit, ouais, Greg a fait une super vente hier. Je dis, ah bon, oui, il a éclaté tous les records. Ah ouais. D'accord. Tu avais dit en plus un peu. Et là, tu comprends qu'en fait, le mec s'est complètement attribué ce que tu avais fait, quoi. Et là, tu te dis, bon, attends, là, ça va pas. Le mec arrive, la gueule enfarinée 1 heure après. Et tu dis, je crois qu'il faut qu'on parle. Et on s'est déchiré la gueule. Et c'était pas la première fois qu'il me faisait un petit coup de Trafalgar comme ça. On s'est déchiré la gueule. Et il m'a envoyé un message. Putain, je vois encore exactement cette tête. Il était devant son truc. Et il m'a dit, en fait, tu sais quoi, tu vas dégager parce que sinon, je vais te pourrir la vie. Et en Angleterre, en fait, autant tu peux virer, les gens ne sont pas protégés comme en France. En revanche, donc tu peux les virer assez facilement. En revanche, le harcèlement, ça passe pas du tout, du tout. Et là, tu as un message comme ça. J'ai pris le message, je suis allé voir la RH, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, moi, je veux plus bosser dans ces conditions, je veux monter ma boîte. J'avais déjà l'idée. Okay. Et 2 jours après, j'étais à Paris, quoi. Et ça, c'est 2005 2005, ouais. Ça, c'est 2005, c'est donc la date à laquelle tu faisais référence. On a dit j'entreprends depuis 2005. Ouais, tout à fait. Ok, et du coup, juste avant d'enchaîner sur ton premier business du coup en 2005, toi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est quoi ton goal de vie, genre? C'est quoi ton but pour essayer de comprendre un petit peu ton ambition de l'époque? C'est une bonne question. Mon ambition de l'époque, elle était de… Tu sais, tu te replaces là-dedans. Toi, tu étais 90, tu m'as dit, c'est ça? Moi, je suis 90, ouais. En fait, il y avait quand même ce truc où moi, quand je suis sorti des études, c'était après le dot-com boom, là, où toutes les Bien sûr. entreprises Mais j'arrivais pas… Moi, j'ai toujours cru, tu vois, enfin, la révolution Internet. Il y a un moment où, à ce moment-là, entre 2002 et 2005, les gens se disaient, en fait, Internet, c'était une bulle. Ça avait juste pas marché. Oui, c'est ça, je m'en souviens très bien. Ça nous semble aberrant comme Bien ça. sûr. Tu te dis, tout se passe sur Internet aujourd'hui. Mais voilà, et le mobile n'existait pas encore. Enfin, tu vois, les smartphones, c'était etc. le vrai début du e-commerce. Ouais. Mais aux yeux de certains, c'était une bulle, comme d'autres choses qu'on entend aujourd'hui, comme l'IA. Certains vont dire que c'est passager, ou la crypto, ou ce genre de choses. Et quand tu dis le vrai début du e-commerce, honnêtement, même entre 2005 et 2010, il y avait vente privée qui marchait à peu près bien, Oui. mais le nombre de fois où tu mettais ta carte bleue en ligne pour acheter sur un site, c'était assez rare, quoi. Parce que il y avait plein d'arnaques. Mes parents avaient lancé un business en ligne de vente de chaussures en ligne en 2006-2007. Mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Ouais. Ça n'a pas du tout marché parce qu'ils se sont rendus compte que Google coûtait 1 tonne pour faire des ads faire du SEO, et ils ne savaient pas faire. Ouais. Et du coup, ça a été la cata. Mais en tout cas, oui, cette époque-là était… Mais voilà, ma motivation pour te répondre, c'était l'aventure, quoi. C'est que tu avais en fait… Enfin, moi, je voyais ce truc qui était une vague qui me passionnait depuis des années tu te dis, attends, mais comme l'IA dont parle à l'instant, mais tu te dis, mais en fait, je vais aller défricher ce machin. C'est la découverte de l'Amérique, Internet qui débarque, tu vois, c'est un truc de ouf, en fait. Tu vois, et il y en a, enfin, là, il y en a eu depuis, après, là, il y a eu le mobile, il y a eu les réseaux sociaux, là, il y a l'IA. Il y a eu le Web3, il y a quand même des gens qui ont bien réussi. Il y a quand même des vagues là en ce moment, c'est la folie. Toi qui es dans le business depuis les années 2000, qui a connu ces différentes révolutions, tu es un tech, tu es passionné de tech. Selon toi, depuis Internet, c'est quoi la plus grosse révolution du coup ? Est-ce que tu penses que, comme certains le disent, c'est l'IA qui va être vraiment la révolution majeure comme on a pu l'avoir pour Internet ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, qui regardent tes podcasts comme les miens
et ils n'ont pas forcément vécu ce passage à l'internet en 2000 quoi. En tout cas, de la même manière, la disruption que te permet l'usage de ChatGPT, de Mistral, il faut d'ailleurs en essayer plusieurs, hein, mais de Midjourney, etc., c'est quand même de la folie. Je veux dire, donc à un moment, être capable de, tu vois, là, à un moment, si tu es capable d'avoir 1 an d'avance, 18 mois d'avance sur, je veux dire, tu peux te dire que pour certains, ce serait une arnaque, mais tu as des gens qui utilisent des copywriters ou même des traducteurs. Putain, tu es payé. Enfin, si moi, aujourd'hui, j'étais traducteur, je veux dire, je m'emmerderais pas beaucoup. Hein, tu vois, j'irais sur ChatGPT, je dirais. Bien sûr. Enfin, tu vois, donc après, il y a ce qui est un drame pour les traducteurs d'ailleurs, il faut qu'ils trouvent d'autres choses. Mais donc, il y a un moment où il y a des tas de choses à tester. Et en plus, la technologie évolue très vite. Depuis Internet, donc le mobile, ça a été un truc de ouf, quand même. Si tu es très, très expert mobile, voilà. Les réseaux sociaux, enfin, tu vois, l'influence, la production de contenu, ce qu'on fait là, en fait. Tu vois, rends-toi compte que je reviens en 2002, quand je suis arrivé chez Métro, pour lancer un média. Je te parle d'il y a 20 ans, hein, je te parle pas d'il y a 200 ans. Hein. C'est pas Gutenberg, hein, le truc. Hein. C'est il y a 20 ans, pour lancer un média, fallait envoyer des millions, en fait. Fallait imprimer des trucs, fallait avoir une radio, fallait avoir une télé. Enfin, tu vois, il n'y avait pas. Les blogs existaient à peine, etc. Enfin, c'était vraiment. Là, il y a 20 ans. T'imagines? Là, nous, on est là, on fait des shows TV qui sont plus produits, qui sont plus beaux que ce qui était fait à la télé il y a 20 ans. Donc, c'est quand même vraiment dingue. Et tout le monde peut le faire. Donc, toutes ces vagues, faut les tester. Et tu peux aller te mettre à fond dans une. Idéalement, il faut les prendre le plus tôt possible, voir comment ça fonctionne. Tu vois, moi, celle que j'ai complètement laissé passer, en tout cas complètement, je suis arrivé trop tard, c'est clairement la vague crypto Web3. Après, elle est redescendue un peu là, mais moi, je crois il va quand même y avoir encore beaucoup de choses là-dedans. C'est une sacrée révolution aussi. Ouais, Oui, ouais. oui. Moi, je suis La très blockchain, intéressé par ces sujets-là et c'est une sacrée évolution parce qu'il y a énormément de cas d'usage en réalité. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème pour parler de la crypto, c'est que ça a une connotation très spéculative, mais pour autant, derrière, il y a énormément de cas d'usage. Et notamment autour de l'IA, tu vois, des deepfakes, de la validation des sources de contenu, de plein de choses. Il y a plein de. Mais dans l'IA, tu vois, je parlais avec un ami qui, lui, il est dans le cinéma. Et donc, lui, il est dans le doublage. Et il produit, en fait, il fait travailler des doubleurs. Il est dans la prod et tout. Et en fait, il me disait, en fait, c'est un métier qui est mort, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la voix de Will Smith et la mettre en français. Mais avec son intonation, son émotion, son rire, tout. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est voué à. Et puis, tu vois, pour moi, cette émission, aujourd'hui, ça fonctionne presque. Hein. C'est-à-dire que ce show-là qu'on est en train de faire, tu veux le mettre. Une fois que tu l'as mis en anglais, tu veux le mettre en chinois ou en javanais, c'est pareil, en fait. Bien sûr. Et on va avoir les lèvres qui vont bouger de la même manière. Incroyable. C'est vraiment fou. Ouais. Et du coup, donc, pour en revenir à ta première expérience, donc, qu'est-ce qui se passe en 2005 ? Donc, je pars de chez Métro avec une sorte de rupture conventionnelle à l'époque. Enfin, je me débrouille. Et je lance, alors je ne vais pas vous la faire longue, mais je lance un business. Je suis parti avec une autre idée, complètement. Et puis au bout de 2 mois, je me suis dit, non, en fait, c'est pas ce que je veux faire. L'autre idée était potentiellement mieux. Je voulais vendre de la pub, puisque c'était à la fin mon métier, aux enchères en last minute. Et ça, il y a eu plein de régies qui sont créées par la suite, et ça aurait probablement été une meilleure idée que ce que j'ai fait après. Cela dit, l'autre, moi, je l'ai kiffé et j'ai pas de regrets. Je me suis dit, en gros, apparaît sur des téléphones portables à ce moment-là des capteurs 2 mégapixels, déjà tu étais content, tu vois, et je me dis tiens, je pense que le kidam va, avec son appareil photo un jour dans sa poche tout le temps, devenir le plus gros producteur d'images. Pareil, hein, tu vois, putain, je fais dinosaure un peu en disant ça, mais il y a des fonds d'investissement que j'ai vus, qui sont encore parmi les plus gros à Paris, qui m'ont dit non mais mec, même pas en rêve. Je connais des gens chez Samsung, ils me disent que l'appareil photo sur les téléphones, ça n'a aucun avenir. Bon, c'est des choses. Et en fait, moi, j'ai tout misé là-dessus et je me suis dit, comme je venais de la presse, je vais recevoir des photos et des vidéos de tout le monde et je vais les revendre à la presse et aux médias. Et donc, on a lancé ça s'appelait Citizen Side. C'est ça, Citizen Side. Et ça a duré, pour moi 5 ans. On l'a revendu en plusieurs fois la boîte. Moi, je suis parti avant que j'ai laissé mes associés dedans. Très belle aventure. Tu te dis que tu aurais pu faire mieux parce qu'en vrai, les tuyaux que j'utilisais et tout ça, ben, je disais aux gens de m'envoyer des vidéos et des photos. C'est ce que faisait YouTube.
J'aurais pu faire un YouTube ou un Vimeo. Il y a eu à l'époque Dailymotion. Enfin, j'aurais pu avoir un parcours. En fait, c'est là où moi, je me suis limité. C'est le gros apprentissage que j'ai eu là-dessus. C'est que je me disais, mais si j'ouvre la porte là-dedans et que je dis aux gens d'envoyer des trucs, ils vont m'envoyer des matchs de foot, ils vont m'envoyer des trucs sur lesquels j'ai pas les droits, je vais avoir des tas d'emmerdes, je peux pas faire ça. Et mon avocat me disait, ah bah non, tu peux pas faire ça. Donc en fait, je me suis hyper restreint à me dire, je peux pas laisser les gens envoyer, alors que j'aurais pu faire comme eux disaient, mais non, mais t'es juste hébergeur, ce qu'envoient les gens, c'est pas ton problème. Mais voilà, donc tu vois. Et du coup, tu as levé des fonds sur cette boîte? Oui, on a levé des fonds en auprès 2007 auprès de l'agence France Presse. C'est ça, AFP. Et puis un pool d'entrepreneurs, une société qui s'appelle IAM. Donc lié aux médias. Lié aux médias, ouais. Dans l'un des investisseurs était l'ancien président de France Télé qui s'appelait Xavier Gouillou-Beauchamp. Ouais. Alors, à l'époque, on parle de 2005, enfin, je sais pas en quelle année tu as levé. 2007. 2007, ouais. Tu as levé des fonds. C'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Et du coup, comment ça se passe en 2007 quand tu veux aller lever des fonds? C'est quoi, t'en es où à ce moment-là? C'est quoi tes métriques sur Citizenside? En 2007, on a une plateforme qui est lancée depuis entre 1 an et 18 mois. On reçoit déjà quand même... les volumes étaient assez importants assez vite parce que ce qui s'est passé, c'est que au début, un peu comme tes parents, il n'y avait pas nécessairement toujours assez de volume sur notre plateforme à nous. Donc assez vite, on s'est mis à proposer notre techno à des tiers. Donc par exemple, BFM TV, ça doit exister toujours d'ailleurs, les témoins BFM TV, Le Parisien. Et puis après, l'idée, c'était de déployer à l'international. C'est pour ça que l'AFP est rentré. Donc eux recevaient sur des plateformes en marque blanche, sous leur nom, des photos et des vidéos d'amateurs sur lesquelles eux avaient un droit de diffusion et moi, j'avais un droit de commercialisation. Ils n'avaient pas le droit de les vendre. Moi, j'avais tous les jours des centaines puis des milliers de photos et vidéos qui tombaient de différentes chaînes de télé. Oui, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Non, pas beaucoup. Donc du coup, c'était pas comme aujourd'hui. Ça s'est vraiment démocratisé. Pareil, moi, mon compte Facebook, il date de 2005. Alors moi, j'étais évidemment dans ce que tu appelles le participatif, donc les réseaux sociaux. Donc je suivais de près, j'étais vraiment... sur tous les réseaux sociaux, j'ai toujours historiquement été, je pense, dans les 100 premiers à être inscrit à chaque fois, tu vois. Et pour tester, pour comprendre, etc. Après, tu vois, on regardait ça, mais nous, c'était pas forcément le même usage. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu envoies certaines choses. Si jamais un média l'utilise aujourd'hui, il n'a pas le droit, par exemple. Il n'a pas le droit. C'est ton image, tu as un droit. Voilà, et souvent, ils le font quand même. D'accord. Et du coup, donc là, on est en 2007, tu lèves des fonds. Ouais. Ces fonds, ils servaient à quoi à ce moment-là? Ils servent à développer la plateforme. Nous, on n'était pas rentable. En fait, ce qui était assez... Ça a été vraiment le truc le plus dur au début, c'est que c'était on voyait ça, nous, au début, comme un business de flux. Donc, un business de flux, tu connais ça, toi. Donc, c'est un business dans lequel, en fait, tu vas avoir des abonnés. Et puis, moi, je vais avoir en permanence des photos, des vidéos. La difficulté, c'est que il y avait deux choses. Un, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils envoyaient souvent de smartphones. Après, on avait quand même beaucoup de contributeurs qui étaient des contributeurs qui prenaient des photos avec des réflexes, mais la qualité photo-vidéo sur des tout petits trucs, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Et deux, en plus, on n'avait pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu demandes à une agence de presse, c'est de couvrir à peu près tout. Donc, tu as AFP, Reuters et Associated Press. Il y en a 3-4 dans le monde qui sont souvent en plus un peu plus ou moins associés ou qui ont, selon les régions du monde, des accords. Et toi, tu arrives, voilà. Donc, on était plutôt devenu un business de coûts. Versus un business de flux, de coûts COUPS. Et donc, nous, ce qu'on avait, c'est des grosses coupes. Alors ça, c'était intéressant, mais c'est totalement aléatoire. Puis évidemment, ça tombait toujours le week-end, ou le soir tard, mais tu reçois une photo, une vidéo d'un truc de ouf, tu vois, d'une pluie de météorites en Russie, du printemps arabe, d'une célébrité qui fait n'importe quoi, qui prend de la coke sur je sais pas quoi, truc. Donc tu reçois ça, et là, ça a une valeur tout de suite, d'un coup, énorme, mais qui va très vite descendre. Et donc, il faut aller très vite, du coup. Hein, il faut aller très vite. Et c'est hyper intéressant. En revanche, pareil, là, j'ai eu un autre skill. Mais moi, j'avais mon background de sales quand même. Mais là, en fait, tu te rends compte d'un truc. Tu as une news, je sais pas, je prends Jérôme Kerviel. Ça s'est passé, tu te souviens, Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel, il se fait attraper et personne n'a mis d'image de lui, sauf... donc c'était une arnaque, un problème à 6 milliards. C'est une grande histoire. Et donc, ils avaient juste sa photo sur la carte de cantine, sur la carte de la Société Générale.
Et là, tout le monde cherchait des photos de Jérôme Kerviel, tout le monde, puisque tout le monde parlait que de ça, même aux États-Unis, etc. Tu vois, 6 milliards, Ouais, c'était un le gros montant truc. était énorme. Et en fait, nous, on a un type qui habitait en face de la brigade financière, qui était un peu vidéaste professionnel. Donc lui, il avait du bon matos. Il a sorti un gros zoom et puis il s'est mis à le filmer pendant son interrogatoire à la brigade financière. Là, il nous envoie ça. Ça, on le vend dans le monde entier, tu vois. Mais tu reçois ça, je pense, ça devait être le samedi que ça a été pris. Je les reçois le dimanche matin. Il faut que le lundi, ce soit partout parce que le mercredi, le truc est retombé. La news, elle n'a plus aucune Alors valeur. tu dis on le vend partout dans le monde. Qu'est-ce que tu gagnes quoi là-dessus? Comment ça se vend un truc comme ça? Tu gagnes sur Kerviel, en cumulé, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Pour une image? Ouais, Enfin, une une quelques vidéo images, ouais. qui peut-être, dure quelques ça dépend secondes, comment tu le minutes. vends. En tout cas, le plus gros coup qu'on ait fait, c'était John Galliano, l'ancien DA de Dior, qui était complètement déchiré à la terrasse de la Perle, un café dans le centre de Paris, et qui dit I love Hitler. Et là, tu les reçois, pareil, là, je les ai reçus un vendredi midi ou vendredi soir. Alors, on a pris un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut que tu certifies les images. Tu dois juste être certain que tes images, elles viennent bien, que déjà la personne qui te les envoie est la propriétaire. Parce que Ok. sinon, c'est du recel. Tu vois, lui, il les a volés. Si c'est pas les images qu'il t'a envoyées, c'est du recel. Après, tu dois vérifier que c'est bien John Galliano, que la date est bonne, que le lieu est bon, t'as quand même, quand tu sur des gros coups comme ça, tes clients, ils vérifient tout ça. Ouais, t'as Et pas le droit après, d'erreur, hein. donc nous, on avait un gros réseau. Ça, on était capable, en one shot, d'envoyer. Donc, on avait des listes de diffusion. Donc là, on sait à peu près, tu restreins, tu n'envoies pas à tout le monde parce que tu veux pas que l'info sorte trop vite. Voilà, tu as des images avec du watermark qu'ils peuvent pas utiliser, tu vois, vraiment trop relou. Et tu les envoies un peu partout. Puis là, ça se met à sonner, et tu négocies, quoi. Et en fait, sur un truc comme ça, je crois que juste le Sun, on a vendu pour l'exclu pour le Sun du lundi matin. Donc c'est un quotidien, ils voulaient le garder pour le lundi, c'était plus de 100 000 pounds, 100 000 livres. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir, donc là, c'est exclu monde le Sun, ils sortent le truc et après, dans 3 ou 4 heures après, tu peux le sortir dans le reste du monde et tu vas faire voilà, quelques centaines de milliers d'euros. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que tu vas dire aux autres, tu vas les prévenir et tu vas dire, notamment aux chaînes de télé en France, il y a des images qui vont sortir là sur le Sun, d'un créateur de mode qui fait n'importe quoi. Si vous les diffusez à midi, c'était client en plus, hein, donc tu vois, mais je vais vous pulvériser parce que vous n'avez pas le droit. Elles sont sous droit gérées, c'est moi qui ai les droits et vous devez me payer. Oh, la relation avec ton Et client. là, qu'est-ce qui se passe? Ils le diffusent tous. Et là, tu la rappelles, tu leur dis bon, tu t'es un peu foutu de ma gueule, chérie. T'as bien reçu le même. Ah, j'avais pas vu, etc. Bah ouais, mais bon, ça va te coûter 30 000 euros. Comment ça, 30 000 euros? Bah si, je t'ai prévenu. En plus, on avait dû mettre avec notre avocat, on vous demandera 30 000 euros. Et donc, voilà. Et après, tu rentres dans des négos avec des gens qui sont tes clients qui disent ouais, c'est vraiment une arnaque. Je dis non, c'est pas une arnaque. Je t'ai prévenu. Ça aurait été une arnaque si je t'avais pas prévenu. Et puis, ils le rediffusent le soir, enfin, et tu arrives dans des trucs et des négos de malades, en fait. C'est un business renouvelable, le truc. Ouais, c'est assez marrant. Et en fait, tu dois quand même pas aller trop loin dans la manière dont tu te déchires, mais eux, ils savent aussi, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi parce qu'ils savent que le prochain coup, tu sais pas ce qui va tomber, en fait. Et ils savent que c'est souvent chez nous que ça tombe, tu vois. C'est assez rigolo. Pas mal, ok. Et du coup, donc j'en ai eu beaucoup de boîtes comme ça à la con, hein, donc fais gaffe parce que si on y passe autant de temps, on est là, ouais, c'est vrai, demain, c'est vrai. Hein. Je te C'est vrai. Non, mais j'ai fait des cartes de visite en métal. Je peux te raconter ça après, mais tu vas voir. Après, on va aller sur Cosa Vostra. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, tu es un serial entrepreneur. Ouais. Donc, des boîtes, je sais pas combien tu en as monté, mais tu en as monté au moins une quinzaine, non? Ouais, au moins une quinzaine. Et du coup, juste pour terminer sur celle-ci, parce que c'est ta première, donc ça je trouve que c'est important dans la vie d'un entrepreneur. Comment tu sors de cette première boîte? Écoute, je sors parce que à un moment, je vois que donc quand l'AFP a investi, on a fait un peu de cash out. Je vois que j'avais pas le bon setup, j'étais plus vraiment le maître à bord. Moi, et donc je leur dis en gros, soit je redeviens le taulier et je deviens le CEO, je prends les pleins pouvoirs et ça voulait pas dire qu'ils sortent, mais ça veut dire que vraiment, voilà, soit je m'en vais. Et je leur ai donné, avec mes associés à tout le monde, 6 mois. Et j'ai compris que à un moment, que ça patinait, que j'allais pas reprendre le truc facilement, etc.
Et donc, je me suis dit: «Écoutez», je leur ai dit: «Les gars, je m'en vais», et donc je suis parti, 6 mois plus tard. Et tu as vendu tes parts? Et j'ai vendu mes parts, ouais. Et D'accord. alors il se trouve que j'ai eu des parts après parce que, la boîte a été rachetée, pas très cher, 1 ou 2 ans après, par des Australiens, qui sont venus me rechercher, pour que je les conseille. Donc j'ai récupéré, je sais plus, quelques pourcents, et avant qu'ils aillent la coter en bourse. Donc ce qui est assez drôle, c'est que ma première boîte a été cotée en bourse à Sydney, tu vois? Donc Incroyable! ouais, très drôle, Ah très ouais, drôle. l'histoire est folle. Ouais. D'accord, donc tu perçois pas du tout ça comme un échec au final? Tu le fait d'être sorti un peu, Enfin, est-ce que tu considères que tu es un peu sorti par la petite porte non, mais en à un fait, moment donné? c'est quoi, ça veut dire quoi l'échec dans l'entrepreneuriat ou dans le tu vois ce que je veux dire? C'est Bah, justement, enfin, tu vois, pour moi, c'est un gros mais sujet. la réussite, c'est pareil, hein. Mais pardon, mais tu vois, je veux dire, à 25 ans, j'avais monté une boîte, on avait des clients dans le monde entier, on a levé, quelques millions. J'avais l'AFP, on a été une référence dans plein d'univers, on vendait des tas de choses. J'avais gagné, je sais pas, au total sur le premier cash out quelques centaines de milliers d'euros. Sur le deuxième, ouais, un peu, je suis aux alentours d'un peu moins d'1 million, je pense. Je me suis acheté un appart, enfin, tu vois? Et tout le monde, mes actionnaires étaient contents, je sais pas, tu vois? Oui, non, j'ai pas vendu ça, j'étais pas Google, tu vois? Mais j'ai jamais eu ce truc à me dire, tu vois? Cette, animosité, en fait. J'avais appris plein de Non, choses. moi, ce que je voilà, tu viens de mettre le doigt sur, Ouais. j'ai appris plein de choses. Ah, mais Moi moi, et c'est ce et qui c'est ça, m'anime. c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, on a une autre thématique du podcast qui est rebond Ouais. et justement, ce qu'on met en lumière, c'est justement cette dimension échec qui te fait, justement apprendre énormément de choses et Ouais. progresser. C'est vrai qu'en France, pas se mentir, l'échec, c'est pas forcément très bien vu. Bah, tu le vois, quand tu vas voir une banque, si tu as planté une boîte, c'est terminé, tu vois? Oui, non, non, mais c'est Donc, c'est ça. il y a quand même des choses qui sont mal perçues en France, c'est un peu dommage. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que l'échec, c'est pas un échec, en fait. Non, mais en fait, c'est juste que, tu vois, quand tu vois une saison de footballeur ou une carrière de footballeur ou de tennisman ou de, tenniswoman, en fait, ça se joue pas sur un match, quoi. Ça se joue sur, d'abord, une série, un tournoi, une saison, plusieurs saisons. Tu vois, c'est ce que dit Michael Jordan, quoi. Il a raté plus de paniers qu'il en a mis, hein, tu vois? Bien Bon, sûr. juste à un moment, heu, moi, je crée cette première boîte. Quand j'en suis parti, elle marchait, elle fonctionnait à peu près bien. Heu, En Tu tout vois, à la cas, tu as fin, eu tu eu une belle idée puisque ouais, pour qu'elle finisse cotée en bourse, ouais. c'est que l'idée au départ était bonne et que l'exécution était pas trop mal Non, non mais plus. c'est sûr. Mais tu vois, je veux dire, je sais pas, je prends les fondateurs de Yahoo, est-ce que c'est un échec? Non, pas du Ah ouais, mais bon, regarde Yahoo, ça aurait pu être Google, tu bien vois? sûr, on est d'accord, on est d'accord. Et du coup, en 2013, si je dis pas de bêtises, tu montes, Cosa Vostra. Ouais. Bon, entre-temps, il s'en est passé des choses, mais on va s'intéresser un peu à Cosa Vostra. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'était, Cosa Vostra? Écoute, pour résumer les 2 ans, les 2 ans qui séparent de 3 ans, de Citizenside et Cosa Vostra, en fait, je me suis retrouvé, cette fois-ci, pas de chômage, pas de, tu vois, un bon entrepreneur que j'étais, pas de donc il fallait que je gagne mon argent, quand même, sachant qu'aller taper dans la caisse, c'est un truc qui fait toujours un peu mal, tu vois? Tu as pas très envie. Et donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des missions à droite à gauche pour des clients, ça allait de TF1, beaucoup de clients dans les médias parce que je gravitais dans cet univers des médias depuis 5-6 ans, et puis du e-commerce, puis des choses comme ça. Et puis en même temps, j'avais moi-même, 1 ou 2 e-commerce que j'avais créés, et donc je faisais bosser des freelance, designers, des freelance développeurs, des consultants, voilà. Et mon trip, c'était d'être digital nomade, de pouvoir avoir un téléphone, un ordinateur, et puis de bosser d'où je voulais. Mais il se trouve que à ce moment-là, j'ai eu en 2012 ma fille, mon premier enfant, et puis, bah, le digital nomade avait plus beaucoup de sens, et puis je me suis retrouvé en me disant: «Bon, je voulais plus de bureau, je voulais plus d'employés». Il se trouve que je suis collé à Paris et j'ai des freelances partout. À la fin, en fait, j'ai juste les emmerdes, mais je capitalise pas sur un projet, tu vois? J'avais rien qui avait une valeur. Si je me pétais le genou, j'avais encore mes e-commerce à la limite qui fonctionnaient, mais j'avais plus les revenus de mes clients, et je me suis dit: «Bon, il faut que j'en fasse quelque chose de tout ça». Donc j'ai créé, une agence. J'ai dit à certaines personnes avec qui je bossais, il y a une condition, c'est que, je veux être, tu vois, j'avais gardé le trauma du premier truc, je veux être majoritaire.
Donc, je veux 51% et puis après, je vous propose à une valo minime. Je crois qu'on faisait, je sais pas, quelques centaines de milliers d'euros, je dirais 400 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires à ce moment-là. Je crois j'ai dû les faire rentrer sur une valo à 100 000, ce qui était vraiment cadeau. Et je leur ai dit, moi, je veux m'associer, je veux jouer en équipe, tu vois. Donc, voilà. Et donc toi, dans ton profil, tu ressens ce besoin de leader les projets, d'être vraiment, tu vois, d'être le taulier comme tu disais tout à l'heure, parce que ça fait 2 fois que tu Ouais. répètes ça. Ça fait partie de ton profil et de ton tempérament d'avoir la main comme En ça? début, ouais, je pense que je suis bon là-dedans et j'ai besoin d'avoir les coudées franches. Et puis, en fait, j'ai souffert de en fait, j'ai pas de c'est pas de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des gens qui sont forts, je les laisse prendre le lead et prendre leurs décisions. Je suis pas là à dire: «C'est moi le boss», tu vois? J'ai pas vraiment, D'accord. je suis pas dans cette approche. En revanche, heu, j'aime pas me retrouver dans la situation opposée. Avoir quelqu'un avec qui je m'entends pas et qui me dit: «C'est moi le boss et c'est moi qui décide», ça me tu vois? C'est aussi pour ça que je suis entrepreneur et c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, je pense que c'est un peu je veux être libre. OK. Mais en 2013, quand tu Mmh. montes cette agence, donc tu conseilles tes clients sur leur stratégie digitale. Ouais, C'est encore assez nouveau en ouais. 2013. Tu es un peu un pionnier en la matière sur le sujet du marketing digital, la co Marketing, création de sites, beaucoup de là, on fait beaucoup de business sur Facebook à ce moment-là. C'est vraiment la première vague de tout, alors de l'achat de mots-clés, de choses comme ça, mais aussi du community management. On accompagne plein de médias, il y en a certains chez qui on les a accompagnés pour doubler, tripler leur audience, tu vois? Grâce à Facebook. Alors après, c'est retombé aussi vite que c'est monté d'ailleurs quelques années après. Mais voilà, nous, on est vraiment, très agile, on regarde un peu tout ce qui se passe partout et et comme sur la première vague de l'IA l'année dernière, enfin avec, des LLM avec ChatGPT, tu vois, on est toujours les premiers à sauter sur les choses, à tester des trucs, et voilà et donc on les conseille, mais on les aide aussi dans la mise en place des projets. Parce que quand tu fais du conseil, ce que je comprends assez vite, moi, c'est ma seule, compétence avec la création de contenu, après, mais bah, tu tu finis ta mission et puis derrière, c'est souvent, une agence qui va mettre tout ça en place. Donc nous, on s'est dit: «OK, non, nous maintenant, on va développer, on va faire tout ça». Donc essayer de vendre la grosse partie du projet. Donc c'était intéressant et on a fait ça, ouais, très bien pour beaucoup de clients. On fait toujours ça très bien pour beaucoup de clients. Causa Vostra, aujourd'hui, c'est, près de 75 collaborateurs, on est dans 3 pays, on a plusieurs bureaux, même en France, c'est un très beau projet, une belle agence. C'est quoi ton persona cible en termes de clients sur Cosa Vostra? Alors il a changé, on est sur des PME, on est assez fort sur tout ce qui est e-commerce, donc et on aime, les moyennes, ouais, moyennes et grosses PME, qui, ont besoin d'un vrai partenaire, pour les accompagner sur le digital, quoi, avec une vraie D'accord. vision et voilà. J'allais dire belles endormies, mais non, c'est pas des elles sont pas endormies généralement, ils sont très dynamiques, mais des gens qui ont tu vois, tu as plein de boîtes, même en France, qui ont un reach, une portée que en France, voire que dans leur région. On leur dit, «Bon, si on bosse bien, on va pouvoir te rendre visible, partout, quoi, par de la création de compte». Tu vois? Enfin, tu prends votre exemple, quoi. Tu es arrivé, vous étiez combien? 25, tu me Ouais, dis? c'est ça, Et exactement, ouais. c'était il y a 5 ans, Non, c'était il y a 8 ans, je crois, 8 ans, à peu près ça. et aujourd'hui vous Non, êtes? 7 ans, 7 ans, pardon. 7 ans. Et aujourd'hui vous êtes? On est 120. Voilà, et c'est comment vous avez fait ça? C'est pas juste en téléphonant à des gens, c'est le Non, bien sûr, c'est de la visibilité, c'est de la communication, voilà. c'est tout Bah, ça, ça, hein. c'est ce C'est qu'on f le voilà. podcast en fait partie, et bien évidemment, c'est un axe majeur de croissance pour toutes les boîtes. Et je suppose que, au début, tu adressais pas forcément des PME parce qu'il faut que tu te fasses un nom et une Exactement. réputation. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, c'est une question que je veux te poser, parce que moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, qui veulent se lancer dans le business et qui ont toujours cette petite crainte d'aller chercher les premiers clients. Mmh. Comment tu as fait? Comment tu as procédé pour aller adresser tes premiers clients, toi? Et bah, déjà, alors après, les premiers clients, c'était avant sur Citizen Side, ça c'était plus dur parce que j'étais plus jeune, mais en fait, déjà, j'avais appris chez Metro à pas avoir peur, en fait, quoi, à vendre, à expliquer, et voilà, moi, ce que je veux, c'est délivrer un truc. Je suis pas court-termiste. Moi, tu vois, je suis un vrai besogneux, ce qu'on raconte là, on parle d'une période au total de 20 ans, tu vois? Donc ça, c'est des choses, j'empile des choses. En revanche, je gagne la confiance des gens. Quand je bosse avec quelqu'un, tu vois, je suis un vrai Méditerranéen, mes parents sont d'origine corse, ils habitent là-bas, dans l'approche, on se serre la main.
je vais faire le job, tu vois. Ça a beaucoup plus de valeur qu'un contrat. Et voilà, je déteste quand quelqu'un se dit, si on te dit Mathieu Stéphanie, c'est un pimpin, vraiment pour moi, ça me fait saigner, tu vois. C'est vraiment un truc. Donc l'idée, c'est ça, c'est de construire aussi beaucoup petit à petit. Et donc moi, j'aime bien rentrer par la petite porte de temps en temps. Je vais te dire, regarde, on va faire un petit projet. Je vais t'accompagner, on va faire 2-3 jours ensemble. Je vais te faire réfléchir à 2-3 trucs. Et si ça te plaît, on va continuer. Et en fait, c'est assez simple quand tu fais ça. Tu écoutes tes clients. Si tu post-rationalises tout ça, tu écoutes tes clients, tu leur poses plein de questions, tu essaies de comprendre leurs problèmes, tu essaies de comprendre là où toi tu es fort et où tu pourrais les aider. Tu leur dis, regarde, on va se poser un peu, on va faire ça, ça va te coûter 1 000, 2 000 euros. Et puis, tu tires, mais tu n'es pas là. Moi, encore une fois, je ne suis pas là pour me dire, je vais faire. Je déteste l'approche de temps en temps trop américaine, te dire, cette année, on a fait 400 000 euros sur ce client, l'année prochaine, je vais en faire 1 million, tu vois. En fait, non, comment je vais vraiment l'aider pour que lui, il passe de. Si je fais 1 million, il faut qu'à ce moment-là, et lui, enfin, tu vois, il est pris aussi, c'est 120%. Quoi. Il y a souvent une problématique quand même dans le conseil. Parce que du coup, là, ce que tu décris, c'est énormément de conseils et la presta qui en découle. Mais à l'origine, c'est quand même le conseil qui prédomine. C'est quand tu grandis, quand tu fais passer ta boîte de 0 collaborateur à 75 collaborateurs. Ouais. À l'origine, le conseil il repose sûrement sur toi parce que tu as les compétences et tu as le savoir-faire et tu as l'expérience. Comment tu fais pour structurer ensuite tes équipes pour pas perdre en qualité, pour que tes clients ils continuent de percevoir un conseil de haute valeur comme toi tu pourrais le délivrer, mais en passant justement par tes équipes? Alors ça, c'est à la fois le plus dur et le plus simple, entre guillemets. Je te l'ai fait version simple, c'est que tu recrutes que des gens meilleurs que toi. Bon, facile. Après, moi, j'ai la chance ou la malchance d'être un grand généraliste. Je crois que j'ai une vraie vision business et je percute assez vite sur pas mal de choses. Mais donc, je bats 99% de ma boîte en SEO. En D'accord. revanche, il y en a 1% qui me bat et c'est pour ça qu'il est là. Et dans plein d'univers, c'est pareil en fait. En design, c'est peut-être pas 90, mais c'est voilà, je sais rien faire en design moi-même. En revanche, je sais créer, je vois les trucs, je sais ressentir. Tu vois, là, je sais pas mettre les mains dans le cambouis, mais j'ai fait des campagnes, je sais pas, et Google, et Facebook, enfin, et Meta, et TikTok. Enfin, sur TikTok, je bats aujourd'hui 90% de ma boîte. Et Sur CapCut, je bats pas les deux gars ici parce que probablement, je sais pas d'ailleurs, on sait pas, ça se trouve vous êtes super fort sur ces caméras, mais pas sur CapCut, tu vois. Et donc voilà, moi je suis très généraliste et donc je teste les choses, les dernières, enfin sur ChatGPT aujourd'hui il y a plein de gens qui me battent évidemment, mais en revanche j'ai poncé le machin pendant 2 mois alors qu'il y avait personne dessus, tu vois. D'accord. Et du coup, toi, en termes de positionnement, pour que les gens comprennent bien Cosa Vostra, est-ce que tu te positionnes comme un concurrent direct d'une agence comme Eskimos, par exemple? Non, parce que on fait un peu de SEO, mais eux, ils sont ultra spécialistes SEO. C'est ça, voilà. En fait, moi, je vais accompagner des clients sur le SEO qui ne peuvent pas se payer Eskimos. Parce qu'en fait, Eskimos, ça coûte cher en fait, je vais leur recommander Eskimos parce que j'adore Andrea Ben Saïd et que je pense que ce qu'ils font, c'est super bien, mais que lui, il bosse pas pour des gens qui peuvent pas lui donner, je sais pas, 5 000 € par mois de SEO, tu vois. Alors que moi, mes clients, ils arrivent déjà sur une presta où je vais leur livrer un truc dans l'ensemble avec, alors sur le contenu, on est très fort, ça, on sait en faire, et donc du contenu SEO, mais c'est pas notre spécialité, c'est pas de faire que du SEO. D'accord, ok. Donc, et pareil dans plein d'univers, c'est-à-dire que tu viens chez moi, tu veux faire un beau Shopify, ça, tu veux refaire ton site entièrement, et refaire ton site, c'est compliqué parce que souvent, pour certains, tu as 15 ans de legacy derrière. Il faut que je reprenne, m'assurer que ton SEO, je te le perde pas, que plein de choses comme ça, on sait très bien le faire. On a refait des sites gigantesques. Tu sais, moi, j'ai été très, très surpris. J'ai fait auditer mon site Ouais. par un ancien d'Eskimos, justement, qui a son compte maintenant. Et en fait, j'ai été hyper surpris parce que je pensais, moi, je ne suis pas un professionnel du SEO comme toi. Et donc, je pensais que en faisant des articles, etc., on crée du contenu quand même, tu vois, même du contenu écrit, hein.
Et en fait, je pensais qu'en SEO, on était bien placé. Et en fait, notre site n'était pas du tout optimisé Bah oui, pour du SEO. Et du coup, nos stats, en gros, étaient clairement à chier, quoi. c'est vrai. Et on a de la chance d'être sur un secteur qui est l'expertise comptable où, malgré que c'était pas bon, on était quand même meilleur que 95% des autres sites internet, tu vois. Mais du coup, j'ai beaucoup appris. Le mec, il m'a fait un audit, ça a Ah duré bah 2 oui. heures. Je trouve ça passionnant, en vrai, hyper intéressant. Mais je pense que c'est une erreur parce que moi, j'en parle à mes clients. Parce que nous, on ne parle pas que de compta, on parle vraiment business avec les clients. C'est ça que j'aime. Et c'est vrai que quand je parle avec mes clients, je leur dis sur le e-commerce, est-ce que tu es sûr que ton site il est optimisé SEO? À chaque fois, ils me disent ah, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est ça, un site, il doit être, alors ça, moi, pour en avoir fait des centaines, tu vois, mais je sais que enfin, la base doit être techniquement optimisée pour le SEO. Tu dois donner les bonnes infos à Google pour lui dire, et à Bing, hein, parce que ça fait un peu aussi, mais pour lui dire, en fait, va chercher les infos ici, telle et telle chose sont là, tout est bien organisé pour que les robots puissent crawler bien le truc. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de rédiger, d'avoir Non. une section blog sur ton site pour que ça fasse du Et il y référencement, en ce a qui est aussi, totalement il y faux. en a aussi qui pensent que c'est là où c'est une science très exacte, mais qu'il suffit d'avoir un très bon site bien foutu pour faire ça. Nous, sur la plupart des business, sur Alvo, dont on parlera peut-être tout à l'heure, Oui, bien sûr. on poste. Alors, il est bien fait à la base, il a été fait par Cosa Vostra et c'est un site, c'est une bombe atomique. euh, mais tous les jours, on poste un truc depuis presque 2 ans, tu vois. En revanche, ça bon, pareil, tu grossis, mais aujourd'hui, tu tapes meilleure banque d'affaires, tu tombes sur Alvo. Tu tapes VDD, vendeur due diligence, VDD peut-être pas, mais vendeur due diligence, c'est sûr, tu tombes sur Alvo. Tu tapes, enfin, il y a plein de termes comme ça, on mappe tout l'univers de ce qu'on veut faire, et c'est un travail de chien. Mais en revanche, derrière, tu vois, ça, c'est le vieux briscard du digital qui te dit ça, ça a une valeur de malade. Parce que moi, là, je dépends pas d'arrêter de la pub du jour au lendemain parce que j'ai plus de budget, et boum, rideau, j'ai plus rien. Non, nous, on en fait un peu de pub d'achat média. Mais l'essentiel de ce que je fais, moi, depuis 20 ans, c'est de l'organique. C'est de la création de valeur. Je crée de la valeur avec du contenu. Magnifique, super. Et donc, Cosa Vostra est toujours là aujourd'hui. Ouais. Tu y alloues beaucoup de temps? Très peu. Je Très suis peu en de train temps? je l'ai dit dans ma newsletter il y a 2 semaines, mais je suis en train de sortir de Cosa Vostra. Donc, D'accord, ok. dans un mois, je suis plus. Donc, quand cet épisode sortira, tu seras sûrement plus Probablement. On est, chez Cosa Vostra. ça a fuité, donc j'en parle parce qu'en plus, après, j'entendais des conneries sur le truc. Donc, je suis sous LOI. Mes associés sont. Enfin, c'est un de mes associés qui reprend avec des opérationnels, qui reprend la boîte. Ouais. Super, ok. Bon, félicitations pour ta sortie. Écoute, j'espère qu'on sera sorti, je touche du bois. Allez. Et je suis très content pour eux de voir cette boîte qui va aller. Tu vois, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Tu laisses un héritage aussi. Ouais, c'est une boîte qui s'envole avec d'autres personnes qui veulent la reprendre. Et c'est une pépite en plus. Tout le monde bosse bien. On a des clients de ouf. On bosse pour Krug, pour Tag Heuer, on bosse pour les domaines Baron de Rothschild. Depuis tous ces clients, c'est des clients qui ont, tu vois, 4-5 ans, tu vois. Ça, c'est pour moi, les marqueurs, c'est que les employés restent, les clients restent, les gens sont contents. Je ne vais pas dire que la vie est un long fleuve tranquille non plus, hein, tu vois, ça n'existe pas dans le business. En revanche, on a une belle boîte avec une addition de beaucoup de personnes très, très pro, très exigeantes. Ouais. Et ça cartonne. Et du coup, pour en arriver là, est-ce que tu as une erreur que tu as commise sur le projet Cosa Vostra qui t'a permis d'apprendre, vraiment une erreur majeure qui t'a permis d'apprendre, qui pourrait vraiment délivrer de la valeur pour ceux qui nous écoutent? Il y a une erreur qui ressort. J'ai l'impression d'en faire tous les jours. Pas tant que ça quand même, Mais si, tu sais, tu fais des micro-erreurs. Mais c'est là où, tu vois, je parle d'échec. bien Pour sûr. moi, tu vois, ce que tu veux voir comme ça, c'est des micro-erreurs, hein, mais c'est quand tu diriges un vélo, tu passes ta vie à faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Au début, quand tu es tout petit, tu fais comme ça, et puis à la fin, tu fais juste comme ça, tu vois, mais tu n'es jamais exactement tout droit, tu vois, tu dois toujours ajuster. Les méga erreurs qu'on a pu faire, j'ai fait des grosses erreurs de recrutement. Mais ça, c'est
très difficile à esquiver. Il n'y a pas de science exacte sur le recrutement. Oui, mais est-ce que suite à ces erreurs de recrutement, est-ce que tu as, par exemple, durci ton filtrage à l'entrée? J'ai reçu des invités ici qui me disaient sur 4000 candidatures, je prends 4 personnes, tu vois. Mmh. Et on a un processus de recrutement qui est gigalong, mais parce qu'on veut les pépites des pépites des pépites. C'est sûr. Après, tu vois, là-dessus, encore une fois, il y a pas de vérité. Nous aussi, on reçoit, je pense qu'on est à 1 moins d'1 %, tu vois, dans la sélection, de gens qui postulent. Cela dit, il y a des moments où tu as juste une personne qui arrive et tu le sais, c'est la bonne, tu vois? Et il y a des moments où tu as une personne qui arrive, tu sais, c'est la bonne et en Mais fait, c'est tu t'es pas complètement planté, tu vois? Ce Donc, qu'il faut, c'est le c'est détecter rapidement. ouais, Voilà, c'est ça, ça. c'est important. C'est ça, exactement et ça, voilà. Après, écoute, moi, je regrette un truc, on a acheté, nos bureaux historiquement depuis assez longtemps. Je regrette un truc, c'est de pas l'avoir fait encore plus tôt. C'est-à-dire que j'ai attendu 2017 alors que la boîte, tu vois, était officiellement, incorporée en novembre 2013. Pour beaucoup, c'est déjà assez rapide, hein, mais moi, j'aurais voulu le faire, day one parce que, C'est un super retour que tu fais là. ah non, Parce mais que c'est vrai que quand je pose cette question aux invités, souvent, on parle d'erreurs d'exécution, etc. Là, c'est totalement différent. Et moi, c'est un conseil que je fais vraiment à tous mes clients. C'est dès que vous êtes en mesure de pouvoir acheter vos bureaux, vos locaux d'activité ou autres, c'est vraiment le premier investissement à faire, c'est celui-là. Mais voilà et très tôt, en fait, si tu y arrives dès la première année, avec un minimum d'apports, possibles, avec, des apports perso, des cousins, j'en sais rien, mais voilà, le plus tôt tu achètes, en fait, le plus tu vas gagner de la confiance auprès de ton banquier. Parce que tu vas lui montrer que ton bureau de 25 m² à l'origine, bah, tu l'as bien géré, tu le payais tous les mois. Donc le jour où tu arrives et que tu lui dis: «Je vais prendre 75», et puis après tu vas prendre 200 et puis après tu vas prendre 2000 et puis après en fait, tu es à ton 8e projet et à la fin tu finis, si tu t'es bien démerdé, tu achètes tes, 30 000 m², tes entrepôts, tes machins, tes trucs et en fait, ce qui se passe souvent et ça c'est un classique des meilleurs, hommes et femmes d'affaires, c'est qu'ils vont vendre leur business et ils vont garder leur immobilier. Moi, c'est ce que je suis en train de faire avec Cosa Vostra, tu vois? Et donc, nous, on vend l'agence, Mais moi, tu gardes les murs. je garde les murs, ouais. Et donc, en fait, à la fin, c'est un truc où, en perso, payer, 3 5 8 10 000 balles de loyer, c'est compliqué. En pro, moi, à l'époque, quand j'ai acheté mes bureaux, je payais déjà, 140 000 € de loyer par an, tu vois? Donc j'étais déjà au-delà des 10 000 €. Et donc à un moment, tu dis: «Mais je préfère me payer 10 000 € par mois à moi-même que à je sais pas qui, en fait». Imagine, il y a des gens qui payent, enfin, Drahi et Alain Veil, tu vois? Ouais, je vois très bien. Donc SFR, BFM, tous ces médias-là, ils ont vendu leur truc Cadran, je crois à 800 millions, pardon, 800 millions. Je me demande si c'est pas la plus-value, les 800 millions. Mais en fait, ils sont partis super loin, en fait, ils l'ont tiré jusqu'au bout, ce truc-là. Ouais, ouais. Et ouais, je pense que c'est un Bah, vrai c'est un bon truc. conseil en tout Ouais. cas. C'est un très bon conseil qui sort de l'ordinaire de ce qu'on entend d'habitude dans les podcasts et donc je t'en remercie. Il me semble à côté de Cosa Vostra ou en parallèle de Cosa Vostra, tu as développé aussi une activité de startup studio. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu as fait ça déjà et comment tu l'as mis en place? Mais en vrai, j'ai réalisé mon rêve d'entrepreneur, tu vois, avec Cosa Vostra et ça. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans un peu de jachère entre Citizenside et Cosa Vostra, je créais des petits business, mais moi, je sais, faire un WordPress ou faire à l'époque, c'était PrestaShop, maintenant Shopify, peut-être un peu plus, mais je sais faire ces choses-là, mais je suis pas très bon et puis tu vois, sur le design, moi, je préfère des experts. Donc c'est ce qu'on faisait avec Cosa Vostra et à un moment, quand j'étais entre ces 2 business, je souffrais un peu de pas pouvoir, faire tout moi-même, en lancer plus et cetera. Là, Cosa Vostra, on se lance, on a, des employés qui bossent pour des clients et tu as dans ces business-là des intercontrats, des employés, qui ont 2 jours de libre tel jour ou 2 semaines et voilà. Et donc on s'est mis à faire bosser un peu tout le monde sur, les sites qu'on voulait faire pour nous-mêmes, et donc le premier ça a été Au Barbershop, le deuxième c'était Yo Bureau, le troisième c'était Ocus, le quatrième ça a été, TrackPay, le cinquième ça a été, et voilà et tous les ans, on créait un site internet avec des associés, qu'on lançait, qu'on a tous revendus, pour l'instant, ou gardés, on a encore Alvo, Orso,
Et voilà, et on s'est éclaté. J'en ai racheté un aussi. Alors, le seul qu'on a planté, on l'a racheté, ça nous a coûté bien cher, mais c'est la vie. Et voilà, écoute, et donc depuis 10 ans, bah, je crée, Donc, 11 ans, une boîte par an. tu as réussi avec ce Startup Studio à créer plusieurs business Ouais. et quasi systématiquement, tu as réussi à faire une sortie. Ouais. Ok. Alors, selon toi, quel était l'élément commun entre tous ces business qui fait que tu as réussi à faire tes sorties? Est-ce que c'est justement ce côté création de communauté, SEO, etc. C'était déjà une capacité à sortir les choses assez vite. On a beaucoup progressé là-dessus en quelques années, mais donc être très agile, à comprendre cette culture de l'entrepreneuriat rapide. Donc voilà, de prioriser, d'avoir une vision assez claire du business. Tu vois, je prends le cas du tout premier qui s'appelle YoBureau. YoBureau, on bossait avec un jeune homme très sympa, Antoine Rouvroy, et puis qui était un de mes élèves à l'ESCP. Et puis, il avait une idée dans cet univers, mais c'était pas exactement ça. Je lui dis: «Écoute, regarde, toi, tu vas aller vendre des produits pour barbus et barbiers à des barbiers». Il a fait le tour de France. On lui a acheté une voiture avec la boîte, et puis il allait faire ça. Et pendant ce temps, nous, on construisait le site. Comme les produits étaient bons et qu'on les importait d'Australie, de Hollande, des États-Unis, etc., en 6 mois, il faisait déjà 30 000 € de commandes mensuelles. Donc, on avait déjà un revenu récurrent important. Et là, on lui a dit: «Bon, ben voilà, maintenant le site, on le lance. On va utiliser une partie de ce revenu pour faire de la pub et commencer à amorcer la pompe du site». Je lui dis: «Sinon, si je te lance juste un site B2C, tu feras 0 en fait. Comme tes parents, comme Bien tout le sûr, monde, ouais. il faut amorcer cette pompe et on n'a pas le budget». Donc, on a utilisé l'argent du B2B pour amorcer le B2C. Et puis, le B2C s'est mis à fonctionner. Très vite, on faisait en mensuel 60, 70, 80, assez vite 100 000 €. Et puis à ce moment-là, nous, on a vu que le site, il partait. Lui, il a voulu le reprendre. Il a trouvé un associé. On a revendu nos parts. On était très contents, tu vois. C'est super. Ouais. Ok. Très, très, très malin comme Et donc voilà, on en comme a enchaîné fonctionnement. pas mal, C'est jusqu'à génial. lever aussi pas mal sur un des projets qu'on a lancé, Ocus. Ok. Qu'on va lancer ou Qu'on a lancé, qu'on a ouais, lancé. qui est Ok. un truc qui était un assez gros projet sur lequel on a levé 20 millions € et on est sorti juste après, ouais. D'accord. Ok. Post-levée, Ouais. au moment de la levée, vous êtes Juste, sorti? ouais, à peu près, ouais. La D'accord. deuxième levée. Ok. Donc, on a évoqué pas mal de tes projets. J'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur génération do it yourself. Ouais. Parce que c'est quand même. Est-ce que je voulais te demander justement, est-ce que tu as senti un avant-après avec la sortie de ce podcast, soit toi à titre personnel, mais aussi sur les projets que tu avais en parallèle? Je pourrais te dire, évidemment, mais je vais surtout te dire pas du tout, dans le sens où, en tout cas, heu tu vois, comme tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure, on condense tout ça en 1 heure, mais c'est 20 ans de boulot, tu vois? Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et en fait, Génération do it yourself, le premier épisode, j'ai fait 100 écoutes, j'en sais rien. Alors, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le premier épisode, il fait peut-être plus d'écoutes tous les jours que le premier mois où je l'ai sorti, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en D'accord. fait, il est toujours en ligne, il est d'ailleurs toujours très bien. Et avec Simon Davlat, c'est un épisode qui est vraiment extra. Et il a pas trop vieilli. Et donc voilà, donc ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai fait un truc comme tout ce que j'ai fait, mais qui s'est mis à grossir d'un coup. Je suis pas dans les coups d'éclat, moi. Je suis vraiment tu vois, je stack, en fait, comme on dit en anglais. J'empile. Et puis voilà. Et donc, les audiences, elles ont grossi petit à petit. Et donc, il y a eu un avant-après. Si je te dis, bah oui, tu vois, aujourd'hui, Tu es médiatisé je déjà? suis médiatisé. Et puis, ben, on fait quand même des millions de vues ou d'écoutes tous les mois sur nos podcasts. Des gens, je sais pas, encore ce matin, m'arrêtent et tout ça. Pas tous les jours, pas à tous les coins de rue en tout cas. Mais il y a des gens, voilà, donc il y a un avant-après. En revanche, en termes de business, ça c'est clair. Il y a un truc qui est ouf, c'est que je te disais tout à l'heure, c'est que comme je fais des contenus longs et que les gens me connaissent et qu'ils voient tout ce que je te dis, eh ben, ils me font confiance. Moi, maintenant, j'ai cette chance, c'est qu'on me fait confiance a priori. C'est que, Mmh, en fait, j'ai tout à je perdre comprends. à entuber quelqu'un, tu vois? Je suis pas comme ça, moi. Tu vois? Je l'étais déjà pas avant, mais aujourd'hui, je l'ai fait at scale. Donc en fait, les gens, ils viennent vers moi. Tu vois, quand tu as une agence comme Cosa Vostra, normalement,
le projet qui arrive, c'est on va mettre 3 agences en compète, elles vont faire la danse du ventre et puis on prendra celle qui danse le mieux. Bah, nous, aujourd'hui, on a eu beaucoup de clients qui arrivaient. En plus, mon associé Laurent a un podcast qui s'appelle Le Panier, qui est super sur le e-commerce. Mon autre associé François a un podcast sur les médias qui s'appelle Mediarama, qui est super. On est identifié dans les secteurs dans lesquels on veut être identifié et ils savent qu'on est un acteur crédible. Donc, ils viennent nous voir, ils bossent avec nous, ça va beaucoup plus vite. Et justement, comment parce que là, c'est facile aujourd'hui, Mathieu Stéphanie, c'est devenu un peu une marque aussi. Parce que ton nom, moi, je m'en suis rendu compte parce que quand je disais ah bah je vais recevoir Mathieu Stéphanie dans mon podcast, ah super, j'adore ce qu'il fait, machin, tu vois. Il y a tout de suite ce truc de ok, on sait qui tu es, tu vois. Alors que pour d'autres invités, peut-être que c'est au moment où je vais dire bah ce gars-là, tu sais, c'est le mec qui a monté telle boîte. Là, on va me dire ah oui, j'adore. Mais tu sais, il n'y a pas tout de suite ce réflexe-là. Donc aujourd'hui, pour aller chercher des invités, ça doit être relativement simple par rapport au début. Mais comment ça se passe au début? Moi, j'ai eu de la chance aussi. C'est que pour lancer ce podcast, j'ai été accompagné par 2 sponsors qui sont HubSpot et Penny Lane, qui sont des boîtes reconnues. Ça m'a donné quand même de la crédibilité. Quand j'allais voir des invités, c'était déjà beaucoup plus simple. Bien sûr. Toi, comment tu as fait au début pour aller chercher les gens et dire c'est passé en quelle année que tu as sorti ton premier épisode? 2017. 2017. Comment tu fais en 2017 pour aller voir des gens et dire bon, bah là, je vais lancer mon podcast Mais tu sais, détrompe-toi aussi, c'est pas. En fait, ce qui compte d'ailleurs, c'est d'être identifié dans ton secteur. Tu vois, moi, je veux pas être une méga star Enfin, tu vois, moi, quand je débarque, je sais pas, n'importe où, je vais à la plage et personne me reconnaît. Oui, tu vois, bon, voilà. bien sûr. Et pas c'est Nabila, très bien, mais hein, voilà, exactement. J'en suis très content d'ailleurs. Parce qu'en plus, les gens qui dans mon secteur, et voilà, comme ils me connaissent un peu, ben, c'est toujours très friendly, etc. Mais de temps en temps, moi, je cherche à sortir de ces secteurs. Tu vois, là, ce matin, celui qu'on traque, parce que ça fait des années que je voudrais l'avoir et j'y arrive pas, c'est un photographe qui s'appelle JR, qui est assez connu, qui sort un gros projet là. Moi, j'ai des photos de lui chez moi. Pour JR, je suis nobody, tu vois. Et bah, il faut le convaincre. Donc moi, j'ai encore plein de gens à aller chercher. Tu vois, je rêve d'avoir Arthur, le producteur télé. Voilà. Je parle avec lui. J'ai son 06. Il m'a dit go, mais on n'y arrive pas. Enfin, j'en ai plein, tu vois, comme ça. Donc voilà. Et les premiers, pour te répondre, en fait, tu vas chercher des. Bah, comme toi, tu dis, j'ai eu de la chance d'avoir, mais t'as pas eu de la chance. T'es allé voir Penny Lane et HubSpot, tu leur dis, c'est pas de la chance, tu vois. Tu convaincs des gens, bah, c'est pareil. Moi, je suis allé voir Simon Dablat, je suis allé voir des gens que je connaissais, de près, de loin, que j'aimais bien, que j'admirais. Je leur ai dit, viens, on va faire ça, on va discuter. Ils se sont demandé ce que c'était. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que bah, aujourd'hui, ils en entendent encore parler, quoi, tu vois. bah oui. Mais ça, c'est drôle ce que tu dis, c'est que ça me fait penser aussi à Harold Parizeau. Je l'ai reçu et il me disait au Chinese Business Club, du coup, il a reçu des invités d'honneur, de prestige. Et il me disait non, mais j'ai toujours des gens encore aujourd'hui que j'aimerais avoir. Et donc, il y a toujours cet objectif-là d'aller chercher toujours plus loin dans tes rêves les plus fous, en gros, de te dire je suis, voilà, comme tu le disais, des gens qui t'inspirent. Ouais, c'est ça qui est aussi passionnant dans ce que tu fais. Et moi, je te parle de JR, je pourrais te parler de Zizou, je pourrais te parler. Moi, j'ai des gens qui m'inspirent, qui ont monté une chaîne de boulangerie dans le sud, mais même une boulangerie. Enfin, j'ai pas de. Tu vois, il n'y a pas de. J'en ai une si tu veux, dans le sud en plus. Ouais, donc si tu veux, tu peux me recevoir tu pour vois, la boulangerie dans le en sud. fait, c'est tout ça. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de. En fait, il y a des gens inspirants. Tu vois, je savais pas ça. T'en as combien? Des boulangeries? Ouais. On en a monté une, Ouais. et là, on a fait un peu ce que tu as fait avec ton startup studio Ouais. avec un ami de mon cousin, et là, on est en train de lui vendre, justement, on est en train de sortir. Mais voilà, mais donc tu vois, et ben, moi, en fait, tout ça, ça m'impressionne. J'ai déjà 1 million de questions sur ta boulangerie. Pourquoi tu l'as montée? Comment tu fais du bon pain? Comment tu t'assures que si tu n'étais pas dedans, les employés. Parce que c'est simple, une boulangerie, et à la fois, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vais te dire, c'est extrêmement compliqué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Vraiment. qu'à la fin, C'est... quand je te dis c'est simple et extrêmement compliqué, c'est ce que je veux Ah dire. ouais, C'est simple, c'est que tu dois faire du bon pain. C'est la base. Et il y a même des boulangeries qui arrivent à fonctionner avec du mauvais pain. Bon, c'est un concept. À Paris, c'est plus dur, parce qu'à Paris, là, pour le coup, un truc de parisianiste, mais ça a un peu changé, mais historiquement, le pain est nettement meilleur à Paris que... La concurrence est féroce. Ouais. Et la concurrence est féroce. Mais tu vois, c'est mes parents qui disent ça. Quand ils viennent à Paris, à chaque fois, ils me disent « Waouh, le pain est quand même vraiment nettement meilleur. » Ils sont en Corse, peut-être que... Et après, il faut être extrêmement commerçant. Et voilà. Je veux dire, moi, je me pose pas la question. J'ai 4 boulangeries autour de chez moi, je vais toujours à la même. Parce que elle fait du bon pain et elle est assez commerçante, suffisamment commerçante. Ah, tu lui passes un petit message. Ouais, non, mais elle le sait en plus. Et voilà, elle doit être un peu cyclotimique. Mais voilà, je sais pas c'est quoi les autres difficultés que tu as vues.
La gestion du personnel, pour moi, tu vois, moi, voilà, chez CK, on a 120 collaborateurs. J'ai pas de grande difficulté dans la gestion du personnel, mais en plus, le management, c'est quelque chose que j'adore. J'adore fédérer, Ouais. emmener les équipes avec moi, les embarquer, etc. Et là, c'est vrai que le profil de personnel que tu as dans des commerces de proximité, comme que tu peux avoir dans d'autres business que j'ai à côté, pour moi, c'était une découverte et c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a plein de choses, la rotation des plannings, rien que les heures d'ouverture, de fermeture, ça peut te chambouler complètement ton affaire. Il y a énormément de sujets. Et Ouais, non, puis en c'est plus, sûr. bon, nous, pour le coup, on a ouvert à un moment donné où le coût des matières a explosé. Donc tes marges ont baissé. Il y a eu l'épisode de la hausse des coûts d'électricité. On est quasiment Donc en plein emploi, voilà, donc en fait, les métiers pénibles comme boulanger, je veux dire, j'imagine très qu'il y en a, compliqué. il y en a qui Ouais, veulent, peu qui veulent le très faire en compliqué. fait, comme tu dois les payer plus cher, du coup. Mais encore que ça c'est une problématique que je retrouve dans mon cabinet puisque Ouais. on a un marché, nous, l'expertise comptable, qui est très, très tendu. Et pour ça, tout à l'heure, quand on parlait de 4000 candidatures pour 1%, chez moi, c'est pas comme ça, hein. Ouais. J'aimerais bien recevoir autant de candidatures. Pourtant, on a un cabinet qui est très attractif, mais c'est vrai qu'on a un marché qui est très, très tendu. Donc, Ouais. c'est très difficile de recruter, tu vois. C'est la limite que j'avais pas complètement. Moi, j'étais habitué à la France et son marché avec 7, 8, 9, 10, enfin, allez, 9-10% de chômeurs. Et en fait, tu te rends compte que bah, c'est très bien d'être évidemment en plein emploi ou presque. Tu payes à un moment peut-être moins de charges, ça arrive pas encore. Mais en revanche, tu te dis, ben, les bons profils, on se les arrache, quoi, tu Ah vois. oui, c'est clair, c'est clair. C'est la guerre. Mais du coup, bah, je fais le parallèle avec ta nouvelle boîte Ouais. qui est accélérée justement par Inest, qui est l'accélérateur de l'ordre des experts comptables, donc Alvo Market. Ouais. On va passer un peu de temps sur cette boîte parce que Grave, c'est merci. ton projet actuel. Est-ce que tu peux expliquer, vulgariser un peu ce que c'est que Alvo Market pour des gens qui ne connaissent pas forcément le monde de la FUSAC? Ouais, et ben écoute, en gros, il y a un gros problème en France qui est un shift. On est en train de changer de génération chez les entrepreneurs. Ça, c'est le problème de base. Il y en a plein de sous-problèmes, mais c'est qu'il y a énormément d'entreprises à vendre qui ne trouvent pas de repreneurs. Et que la transmission d'entreprise, vendre une entreprise ou acheter une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Euh, et nous, on veut régler ce problème et le rendre beaucoup plus simple. Je ne sais pas si on peut le rendre simple, mais on veut le rendre beaucoup plus simple. Et pour ça, il y a plein de leviers à activer. La tech et l'humain, hein, d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas remplacer. Nous, on pense que c'est un métier qui doit être intermédiaire, qui doit être accompagné, la transmission d'entreprise, tant du côté du repreneur que du côté du cédant. Mais la tech peut vraiment être un accélérateur. Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne le savent pas, il y a des sociétés qui sont spécialisées justement dans les transactions d'entreprise, comme le sont une agence immobilière qui peut vendre un bien immobilier ou bien un fonds de commerce. Ouais. Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la transaction de boîtes. Ouais. Mais il y a énormément de sujets sur les transactions d'entreprise, notamment les évaluations de boîtes, l'accompagnement à la cession, etc. Et donc, avec Alvo Market, tu apportes une nouvelle expérience aussi, une nouvelle Exactement. solution. Alors du coup, toi, c'était quoi comment tu en es arrivé sur ce projet-là? C'est quoi le pain point que tu avais identifié au moment où tu lances ce projet? Bah, tu vois, on en parlait depuis tout à l'heure, mais la vraie problématique, c'est que j'ai vendu plein de boîtes, j'en ai acheté quelques-unes aussi. J'en ai acheté 3. Et en fait, à chaque fois, c'est hyper chronophage. Alors que souvent, tu vois, dès la première rencontre, tu sais que ça va se faire. En fait, les deals que j'ai faits, honnêtement, en 2 ou 3 jours, en tout cas, c'est sûr qu'on sait qu'ils vont se faire. Et derrière, il peut se passer des mois. Je dis: «Non mais en fait, ça va pas», tu vois? Et les 2 parties le savent, en fait, quoi. Tu vois? Il y a un vendeur, il y a un acquéreur et tout le monde le sait. Et donc ça, c'est pas normal, mais c'est parce que c'est fait un peu à l'ancienne, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui ont acheté et vendu, déjà le nombre de personnes qui ont créé plus d'une entreprise, il est minime. Le nombre de personnes qui ont vendu plus d'une entreprise, il est extrêmement minime. Le nombre de personnes qui ont acheté plus d'une entreprise, il est, infinitésimal, j'exagère à peine. Donc finalement, ça aide pas parce que tu as quand même une courbe d'apprentissage là-dedans. Donc ce que tu veux là-dessus, c'est quoi? C'est vraiment accompagner tout ça, mais ça va de certains trucs qui sont très techniques, quoi. Dans la cession d'une entreprise, tu vas avoir, des signatures de contrats,
donc ce que tu vas appeler un contrat de confidentialité, un non-disclosure agreement, le fameux NDA. Tu vas avoir une lettre d'intention, la LOI, qui est le moment où tu vas signer un truc qui va dire bon, on va faire ce deal sous telles conditions, mais il faut que j'obtienne mes prêts, etc., etc. Tu vas avoir plein de choses comme ça. Nous, en fait, ces trucs-là, tu appuies sur un bouton, boum, c'est plié, tout le monde le signe, salut, au revoir, tu vois, en remplissant quelques petites choses. On aspire énormément de données, c'est une boîte qui est très tech, très orientée data. Donc, en fait, si tu me donnes ce que toi, tu connais, un fichier d'écriture comptable, ben, nous, aujourd'hui, on est capable de te créer une présentation PowerPoint qui va te dire, alors d'abord un teaser, puis ensuite, ça sera un info mémo, ça, on ne le fait pas encore, mais ce sera bientôt, qui va te dire, voilà, la big picture, voilà quelle est la boîte. Si tu me donnes toutes les infos du sirène, ce qu'on appelle siréniser, nous, aujourd'hui, je vais te dire quel est l'historique de la boîte. Tu rajoutes le fait qu'on va te créer un data book. Et donc là-dessus, en quelques minutes potentiellement, je peux te donner toutes les infos qu'il fallait avant analyser sur un laps de temps qui pouvait le prendre littéralement des semaines. Et j'ai plein de questions à te poser sur Alvo, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, bien évidemment. Tu sais, nous, on se disait quelque chose avec un de mes associés, c'est qu'on a beaucoup de clients qui se posent la question. On considère qu'il y a beaucoup de clients qui se posent la question en tant qu'entrepreneur, ça nous arrive aussi, plusieurs fois dans l'année, qu'est-ce que vaut vraiment ma boîte, tu vois? Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un dirigeant d'entreprise, savoir ce que vaut sa boîte en temps réel, c'est assez complexe. Est-ce que c'est une problématique que vous avez identifiée? Mais je te confirme, mais moi j'ai la réponse, hein. Ta boîte, elle vaut 0. Ta boîte, elle vaut 0, sauf si quelqu'un veut l'acheter. Et si 2 personnes veulent l'acheter, elle vaut encore beaucoup plus. Et si 10 personnes veulent l'acheter, elle vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est ce que tu appelles l'offre et la demande. C'est toujours pareil. Tu as des boîtes qui pourraient techniquement, dans ces rapports de valo, donc on accompagne, on fait des rapports de valo. Tu as plein de documents comme ça. Je parlais tout à l'heure de la vendeur due diligence. Tu as, tu vois, des due diligence sur les RH, sur la com, les assets. On parlait de SEO tout à l'heure. Un site hyper bien référencé Ça valorise sur ta de boîte. l'expertise comptable, pour toi, ça peut t'intéresser. Parce que on va te dire, allez, t'es pas en Aquitaine, il y en a un qui a fait son truc, il part à la retraite ou il en a marre, mais t'as pas envie de prendre ses collaborateurs où ils étaient pas beaucoup, mais en revanche, il est positionné partout et il a bon, Influent qui est voilà. important. Mais si la personne, s'il a pas en face de lui un Jonathan qui comprend tout ça et qu'en fait c'est juste ça sa valeur, bah ça vaut 0. Et donc nous, notre métier aussi chez Alvo, par ce qu'on appelle la marketplace, parce que ce que je décrivais tout à l'heure, c'était la suite pro, ce sont vraiment les outils qu'on va donner à des experts comptables, on va vendre hein, idéalement, à des experts comptables, à des pros, donc des boutiques M&A, à des banques d'affaires. On va les équiper pour qu'ils puissent faire leur métier plus vite et mieux et accompagner plus de clients. Et de l'autre côté, la marketplace, elle cherche à donner de la visibilité sur les projets, à dire, regardez, j'ai tel projet dans tel endroit, là, j'ai, je sais pas, moi, une boîte qui fait 15 millions de chiffre d'affaires qui découpe et vend des porcs. Tu vois, je pensais pas qu'un jour, je savais pas qu'on aurait aussi vite ce genre de projet, mais c'est très bien. En fait, il y a un entrepreneur qui a monté ce truc-là, ça marche super bien, il fait de l'EBITDA, bon, j'ai pas très envie de me lancer là-dedans, mais il y a un business, tu vois, il existe. Il y en a d'autres qui font des industriels, j'ai des boîtes de business en SaaS, des e-commerce, des gens qui ont des business qui font 50 000 euros. Des gens qui ont des business qui font quasiment 0, mais qui sont très prometteurs. Mais justement, il y a aussi un phénomène, j'en parlais une fois avec un ami, c'est qu'il y a des mecs, ils savent pas, ils ont monté un business, c'est le business de leur vie, mais bon, c'est un petit business qui fait 200 300 000, le plombier qui travaille que dans sa commune, etc. Et en fait, il sait pas qu'il est en mesure de vendre cette boîte. Parce qu'il se dit: «Mais non, mais qui va me racheter? Moi, je suis un petit artisan». C'est vrai que souvent, on assimile le côté transaction d'entreprise à des valeurs 1 000 000, 5 millions, 10 millions, 100 millions. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette sensibilisation à faire là, nous aussi en tant qu'experts comptables, Bien sûr. auprès de nos clients dirigeants, pour qu'ils prennent conscience que si, en fait, tu as capitalisé sur une boîte pendant toute ta vie. Si c'est juste pour te payer un salaire, avoir un petit peu de résultat et puis à la fin, mettre la clé sous la porte et puis ciao, c'est terminé. Et c'est ça le truc de ouf, c'est que tu peux vendre une voiture à 50 000 ou 100 000 euros juste parce qu'elle roule, mais tu as des gens qui ont des business qui leur donnent un salaire à 5 000, 8 000, j'en sais rien, ou même moins, plus modeste, et qui pensent pas que ça peut se vendre.
Je veux dire, à un moment, tu reprends un truc comme ça. Et en plus, ce qui est intéressant dans la reprise d'une entreprise, c'est que celui qui arrive, il arrive avec sa flamme à lui, tu vois. Il va l'emmener dans une autre direction. Ce que je te disais, moi, tu vois, je suis bon pour créer des boîtes. Ça, je le sais, je l'assume, je suis bon pour créer des boîtes. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Ça fait 20 ans que je fais ça. Si j'étais nul, il y a un moment, il faudrait soit que je me tire une balle, soit que je sais pas, tu vois. Mais en revanche, Cosa Vostra, aujourd'hui, elle fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Celui qui reprend ça, normalement, s'il est bon, et c'est ce qu'il va chercher à faire, il va l'emmener à 20 millions, à 30 millions. Moi, j'ai mis 10 ans à créer 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lui, il peut mettre 3, 4, 5 ans à en créer 20 de plus, tu vois. Et donc, la valeur, en plus, souvent, elle se crée après, en fait. Bien C'est sûr. aussi ça qui est intéressant, c'est que tu as plein de gens qui sont en poste, ils se mettent à 1, à 2, à 3, ils trouvent un peu de finances ou ils vendent leur appart, ils rachètent un truc et eux, ils savent en plus envoyer ces boîtes dans l'espace. Donc, puis tu as des repreneurs corporate aussi. Moi, tu vois, chez Cosa Vostra, j'aurais adoré, et ça n'existe pas vraiment ce marché, mais pouvoir racheter une entreprise en Italie. Tu vois, nous, on fait, je te dis, 7 millions, quand on faisait 2 ou 3, et puis une autre en Espagne, quand on faisait 2 ou 3, et puis qui fait 400 000 euros d'EBITDA, et que j'aurais peut-être payé 1 million, 2 millions. Justement, moi, j'ai eu, pendant un moment, ça me traversait l'esprit. J'ai une bonne équipe avec moi. J'ai un mec qui est très bon sur le market, un autre qui est très bon sur la com. Et je me suis dit, putain, ça me ferait bien kiffer d'aller racheter des boîtes qui sont pas du tout digitalisées, pas du tout sur le e-commerce, mais qui font de l'EBITDA, qui sont des boîtes rentables, saines, qui existent depuis plusieurs années, avec une vraie stabilité. Ouais. Toi, tu arrives, tu casses pas tout. Tu Au n'envoies pas contraire. tout valser, c'est juste que tu arrives et tu dis « Ok, je vais aller racheter ces boîtes et moi, je vais ajouter quelque chose de plus. C'est que je vais te mettre tout en place, tout le côté e-commerce, digital, etc. » Mais Est-ce que toi, ça t'a jamais donné envie de faire Mais ça bien avec sûr, les mais c'est compétences que exactement tu as? ça. Mais tu es complètement dans le vrai. Tu casses surtout pas tout. En fait, alors, il y a des gens, ils arrivent, ils se croient plus intelligents que tout le monde. Si tu rachètes une boîte, c'est que tu estimes qu'elle a une valeur. La valeur, c'est quoi? C'est quand même principalement les gens qui sont à l'intérieur. Donc, tu rentres, tu rachètes pour les gens qui sont là-dedans. Si tu as des petits ajustements, notamment de gens qui se comporteraient mal ou tu vois, de mindset, et tu peux les faire, évidemment. Les seules boîtes où il faut pas tout casser, mais il faut secouer très fort, c'est les boîtes qui vont mal ou très mal. Ça, c'est sûr que C'est un autre métier d'aller racheter des boîtes qui vont mal. Exactement. Mais en revanche, tu vois, là, le twist du digital, en ce moment, c'est ce que tu expliques, il est très clairement activable. Et cette fenêtre, elle est assez courte, parce que dans 10 ans, 15 ans, elle va se refermer. Toutes les boîtes se seront complètement digitalisées. Donc, toi, tu achètes une société qui a tu vois, son champ d'action juste sur une région, juste sur un pays. Je vais dire, je prends juste cet exemple très simple. On parlait de la traduction aujourd'hui. Rendre une boîte internationale en 2024, c'est comme ça. Oui, c'est purement de la traduction. C'est de la traduction faite par un LLM, par ChatGPT. Ça, une fois que tu es capable de la traduire en une langue, tu es capable de la traduire dans toutes les langues. Donc, une fois que tu as mis en place le système pour la traduire, donc ta boîte, tout d'un coup, elle a un reach qui est mondial. Et en plus, à un moment, même sur les échanges de mails ou les contrats, les chats, en fait, instantanément, alors bientôt tu pourras le faire en voix, mais ça, je pense que c'est un peu plus virtuel. Mais tu vois que tu grossis en Allemagne, que ton produit a une bonne traction dans tel ou tel pays, à un moment, tu vas te dire, bon, je vais recruter un Allemand, tu vois. Mais donc ça, ce sont des choses qui existent réellement. Toi, tu vas peut-être pas te faire un cabinet d'experts comptables international tout de suite. Pour nous, Alors, c'est compliqué parce que du coup, les réglementations sont différentes. Donc, J'imagine. nous, notre métier, le métier pur est différent d'un pays à l'autre. Mais en revanche, tu peux, tu vois, moi je te prends dans mes compétences SEO, je sais qu'assez rapidement, je serais capable de te faire apparaître sur une strate bien faite en meilleur cabinet comptable. Même sur un secteur Laval, d'activité. Bordeaux, ou même sur un secteur ouais, d'activité. tout à fait. Ou un secteur Ouais, qui bien sûr, t'intéresse, etc. bien sûr, bien sûr. Ça, on sait faire, tu vois, et on sait le déployer industriellement. Une fois que tu as ça, si tu te dis, bon, bah, moi, j'ai ceux qui sont, tu vois, à Beauvais, à Poitiers, à Laval, que je viens de racheter et sur lesquels je dois envoyer un peu de stéroïdes, ben, tu vois, ça se fait, ça. Et du coup, donc, sur Alvo, donc, moi, je suis ta cible, je Ouais. suis expert comptable. Ils achètent t'achètes où un cabinet d'experts comptables aujourd'hui? Il y a des sites Oui, spécialisés? il y a des sites spécialisés Ça s'appelle de comment? transactions. Alors, pour te dire, je n'ai pas retenu les noms, et d'ailleurs, ils nous ont contactés il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a un gros cabinet français qui était intéressé par nous racheter, qui nous a Ouais. approchés.
ce qu'on a refusé parce qu'on n'est pas dans une démarche de vente, mais plutôt dans une démarche de croissance. Mais oui, il y a des spécialistes des Moi, transactions de cabinet. mais souvent, ils font que les très gros, tu vois? Moi, sur les petits et moyens cabinets, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui vendraient éventuellement à mettre des annonces sur Alvo, tu vois? Moi, tu sais comment j'ai fait un rachat en 2018, un petit rachat et qui C'est s'est combien pas un petit hyper bien rachat? passé, 900 000 € de chiffre OK. d'affaires et qui s'est pas hyper bien passé d'ailleurs, mais bon, pour d'autres raisons. Mais pour trouver ce cabinet, en fait, nous, j'ai fait appel à un gros hacker. On a récupéré Annuaire Expert Comptable, Société.com. On a couplé les données pour voir, parce qu'on voulait un expert comptable qui partait à la retraite. Ouais. Donc, on a réussi à avoir une base de cabinets parisiens. On l'a fait du mailing. Puis, il y en a un qui a répondu, qui a dit bah, effectivement, je suis dans une démarche de vente. Allez, go, on se rencontre. Et puis, on Tu a vois, racheté comme ça. nous, on va absolument décliner une verticale expert comptable sur Alvo. Et tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si les plus anciens écoutent aussi, tu vois, Les podcasts, oui. les podcasts, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut leur pousser si vous en avez autour de vous. Et il y a une opportunité de ouf. En fait, qu'est-ce que c'est alors, c'est vrai que c'est un métier qui est sacrément chamboulé en ce moment. Mais bon, quelque part, le métier d'expert comptable, c'est quand même un métier de MRR, hein, finalement. Bien Tu as sûr, du tout à fait. récurrent mensuel. Et donc, tu vas stacker, tu vas garder les gens, potentiellement les collaborateurs, tu vas essayer petit à petit de rajeunir un peu l'image et tout ça. Mais si tu achètes des cabinets qui existent, qui ont pignon sur rue, il y a une vraie visibilité dans ton avenir, tu vois. Donc, c'est un vrai business de stacking, d'empilement, comme je le disais tout à l'heure. Dans les univers ça, c'est très, très courant dans les univers des syndics de copro. Bien sûr. Depuis des années, Foncia, ils rachètent tous les anciens. Voilà, je pense que le nombre d'experts comptables qui ont 65 ans en ce moment et qui réfléchissent, ou C'est une 60 ans, ou profession 55 ans, C'est une profession assez vieillissante. Et Ouais. d'ailleurs, et qui ne sont pas digitalisés. c'est pour ça aussi pour toi avec Alvo, et là de l'autre côté, plutôt du côté prescripteur, expert comptable. Donc potentiellement, moi je peux être un prescripteur pour toi, ou je sais pas si tu appelles ça prescripteur ou client dans ton cas, mais moi je peux mettre mes clients sur Alvo. Ouais. Des clients qui sont potentiellement cédants sur Mais Alvo Market. ouais. C'est vrai que du coup, comme la profession est assez vieillissante et pas forcément digitalisée, c'est vrai que toi, arriver avec une solution comme ça, on dit toujours que vendre aux experts comptables, c'est toujours très compliqué. Apparemment, on est une cible très difficile à atteindre parce que les experts comptables sont jamais dispo, pas hyper intéressés par toutes les solutions digitales. C'est en train de changer, Moi, je pense mais que oui. c'est en tout cas les a Non, priori mais font beaucoup de… Il y a je ne voudrais pas se mentir, hein, je veux dire, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça sur une chaîne d'experts comptables, mais il y a une tradition d'une bonne partie des experts comptables qui sont des gens qui sont super plan-plan, hyper sécures. Je crois pas que ça n'a pas l'air d'être le cas ici, tu vois. Pas du Mais, tout. qui sont pas entrepreneurs dans l'état d'esprit, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ce que je dis. Bien sûr, je suis complètement Et en d'accord. fait, qui sont. Et d'ailleurs, c'est un peu la moquerie de l'expert comptable, tu vois. Et tu le vois avec sa cravate pas très fun, etc. Bon, et je pense que tu as raison, c'est en train de changer. Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est une opportunité de ouf. C'est de montrer. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, moi, j'écoute, j'accompagne mes clients. Il y a plein d'experts comptables, moi, que j'ai eu, quand je leur demande la valo d'une boîte, ils me font une valo comptable. Je dis, mais c'est pas ça que je demande, tu vois. Et en fait, tout ça a évolué. Moi, je l'ai vu évoluer. Ça fait 20 ans que je bosse avec des experts comptables. Voilà. Et moi, j'ai un super cabinet. Je les adore. Ils sont basés à Nantes, audit en ligne. Et je suis trop content de bosser avec eux. Mais moi, ce que je dis aux plus jeunes ici, c'est n'ayez surtout pas ce mindset. Rentre, t'es expert comptable, te lance pas seul. Enfin, achète un cabinet. Tu vas gagner. Mais tu vas mets en les achètes skills, 5. Hein. mais mets les skills qu'il faut en face Bien sûr. pour aller faire chercher de l'attraction derrière. Bien sûr, mais en fait, déployer son cabinet petit à petit, etc., en ce moment, c'est de la connerie. C'est vraiment débile. Je veux dire, à un moment, il faut en acheter un parce que tu vas gagner en crédibilité. Idéalement, tu restes avec le vendeur, tu fais un crédit vendeur. Tu restes avec le vendeur pendant 1 an. Ouais, au bout d'un moment, il va te saouler parce qu'il ne sera pas de la même génération. Et après, tu transformes tout ça. Tu digitalises, tu passes tous tes clients sur Penny Lane ou sur je sais pas quoi. Et puis tu simplifies ton métier, tu t'accompagnes, tu vas chercher un peu plus de choses et tu écoutes tes clients et tu les accompagnes dans la durée. Justement, tu fais référence à Penny Lane. Nous, on travaille plusieurs outils. Il y a des outils qui sont arrivés sur le marché de l'expertise comptable comme Payfit sur le social, Alan, etc.
y a quelque chose qui leur est reproché par les experts comptables, notamment Payfit, c'est d'être contre les experts comptables et pas d'être avec les experts comptables. Chose que, par exemple, Penny Lane a très bien fait. Ouais. C'est que Arthur, tout de suite, il a dit « Moi, je suis avec les experts comptables », contrairement, par exemple, à un Indie, qui était un peu, c'est une solution aussi de compta, qui était un peu perçue comme une solution contre les experts Ouais. comptables. Toi, aujourd'hui, avec Alvo, tu te positionnes comment? Parce que certains peuvent considérer que tu peux manger un peu le business de certains experts comptables Non. sur le côté Valo Transac. Non, Donc, comment tu te positionnes, en toi? fait, c'est comme si, tu vois, moi, j'ai un background de sales, comme si je te disais, HubSpot me pique un bout de mon travail parce que, en fait, on est des outils. Enfin, dans ces métiers-là, rien remplace l'humain. Si toi, tu vaux pas mieux qu'un outil, si tu vaux pas mieux qu'un marteau, bah, tu vois, non, mais je change de métier, en fait. Dit comme ça, c'est vrai que. Non, mais voilà, je veux dire, juste, il y a un moment, ce que tu veux être, c'est celui qui accompagne ton client beaucoup plus loin. Si moi, je t'aide à faire une valo plus rapidement et plus précise, plus efficace, tu dois te dire, enfin, c'est comme l'avocat. C'est exactement pareil que l'avocat qui prend le même contrat. Hein, je parlais avec un avocat récemment qui prend le même contrat, qui te le vend 42 fois à 2 500 € sans changer une virgule. Il vaut rien, cet avocat. Il vaut zéro. Il vaut la première fois où il a écrit ce machin, mais il vaut zéro. Là où il vaut, c'est où il va te dire, mais dans tel truc, tu dois changer ça, il t'apporte de l'intelligence. Voilà. Cet avocat qui fait ça, il va être pulvérisé par Voilà. Legal Star. C'est là où, Pulvérisé. voilà, c'est là où les legal tech, les compa Mais tech, oui. les fintech, etc. arrivent sur le marché et bousillent tout, envoient tout en l'air. Non, mais tu vois, Mais ce qui est logique, hein, oui, voilà. mais ce qui est logique, mais voilà, mais est-ce qu'à un moment, vraiment, tu vois, on doit se plaindre qu'il y ait plus chez plein d'experts comptables de la saisie? Bah non, pas du tout. Bah oui, mais attends, il y en a plein qui faisaient plein de business sur la saisie. Ah oui, mais on ne doit pas du tout s'en plaindre. Parce que Bah, pour nous, c'est honnêtement, hein, pour nous, c'est le calvaire majeur. C'est ça, c'est le traitement, c'est la prod. ouais, mais On moi, court moi, après mais- les factures, c'est Ah oui, un c'est- enfer. moi, je mettais mes factures dans les petites enveloppes. Quand je commençais à bosser, je les envoyais une fois par Bien an. sûr, bah oui. Et puis, il me facturait ça une tonne. Il gagnait de l'argent. Je lui ai enlevé du business. Moi, je scanne tout avec mon compte Conto. Et putain, mais ça change ma vie, ça change celle de l'expert comptable. Voilà, sauf qu'à la fin, il y a une partie des comptes qui se font automatiquement. Il y a la facturation électronique, Ouais, et puis etc. ça libère du temps Mais- pour ces professionnels-là avec leurs clients. Exactement. Et je veux dire, en fait, c'est un peu comme si on disait moi, je regrette quand même qu'une machine ait remplacé un ouvrier qui fait ça toute la journée. Non, je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, Donc, nous, on d'accord. propose des outils pour équiper les experts en M&A, les experts comptables, et les accompagner pour que, en fait, l'expert comptable, c'est le mec qui est en front row, en front ligne de la personne qui va vendre. C'est le premier souvent qui va être au courant. Il va voir quelqu'un, il va sentir les signaux, il va dire tiens, j'aimerais que combien elle vaut ma boîte, est-ce que tu peux m'aider à voir? On va demander des fakes, des choses, tu vas lui dire mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, tu vas l'accompagner. Mais c'est vrai que quand tu es un expert comptable qui a une vision un peu business, tu te rends vite compte qu'en vrai, la solution, elle est top. Moi, perso, j'ai testé Alvo. Mmh. Et je trouve que c'est hyper intuitif, que Merci. c'est beau, c'est sexy, c'est dans l'air du temps, c'est vraiment une belle solution. Tu vois, tu parlais de beauté du site, Ouais. etc. Je trouve que c'est une belle solution. Tu as envie d'y passer du temps dessus, tu vois, donc ça, c'est bien. Et puis en plus, nous, c'est quoi notre métier? On est prestataire de service. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est apporter un service à un client. Moi, quand mon client, je suis capable de lui dire bah, écoute, ta boîte, elle vaut tant, et en plus de ça, avec mon partenaire, tu vas pouvoir trouver un acquéreur. Ouais. Au final, quand le mec il va vendre sa boîte, il va être content d'Alvo, mais il va être surtout content de moi. Moi, je vais dire, c'est simple, Jonathan. Ce que je veux avec Alvo, avec toi, dans un contexte comme ça, c'est dire à ton client regarde, ta boîte, je pense qu'elle vaut 200 000 €. OK? Idéalement, avec Alvo, et toi et moi, on va réussir à la vendre peut-être 220 ou 230. Ça va te coûter 5%. Toi, tu vas en prendre la moitié, je vais en prendre la moitié, plus ou moins. Ça va être dans ce genre d'idée à la fin. Lui, il va gagner plus que des 200 000 qu'il aurait fait tout seul en essayant de la vendre. Et dans l'occurrence, il n'aurait même pas réussi à la vendre ou il aurait vendu 150 ou 180. Et nous, on lui apporte une presta sur laquelle on se valorise parce qu'on a fait notre job. C'est juste génial, tu vois. Depuis tout à l'heure, je te parle de confiance et de choses comme ça. Et c'est ça. Moi, un agent immobilier, s'il sert juste à vendre l'appartement, le prix que je le vendrais sur le bon coin, j'ai pas besoin de lui. Et en fait, c'est toujours pareil.
Les agents immobiliers, en revanche, ils vont trouver les bonnes personnes au bon moment. Ils doivent être là et t'accompagner, t'aider à trouver le bien que tu veux acheter. Moi, j'ai 2-3 agents, ils savent les bureaux que je cherche, ce que je voudrais acheter. Et puis, il y a Ils une m'appellent. dimension conseil. Mais voilà. Il y a une dimension C'est ça conseil qu'on qui est énorme en vrai, parce que une valo de boîte, ça se monitore, entre guillemets. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, nous, ça nous est arrivé au cabinet. J'ai notamment un exemple en tête assez récent d'un client qui est géré par mon associé, qui voulait vendre sa boîte il y a quelques temps. Mon associé lui a dit, écoute, je pense que tu peux l'emmener encore plus haut si tu structures, que tu recrutes des hommes clés, que tu te détaches un petit peu de la partie sales et que ça repose moins sur toi. Parce que voilà, on sait qu'une boîte qui est très intitulée personnel, forcément, pour un mec qui va venir acheter, c'est beaucoup plus stressant. Ça vaut zéro, quoi, voilà, souvent, c'est ça. trop, ouais. Voilà. Donc, du coup, il lui a donné des conseils là-dessus. Le mec, il a attendu 2 ans. Là, il vient de revendre. Il a vendu 2 fois le prix. En plus, il a converti une partie des titres dans le fonds qu'il a racheté. Le mec, il va faire une culbute à la fin. Enfin, l'opération est incroyable. Et ça part juste il y a une valo à un instant T. Tu as des leviers. Tu as des leviers d'amélioration de cette valo. Exactement. Suis les préconisations et tu vas la vendre ta boîte. Mais si tu veux maximiser le profit, suis ses recommandations. Si tu veux la vendre à ce prix-là parce que ça te convient, très bien. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie du rôle de conseil et on peut s'appuyer sur des outils comme Alvo pour le faire. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous ces experts à faire encore mieux leur travail. Parce qu'en fait, à la fin, tu peux dire oui, mais attends, tout notre travail, il est en train de se transformer. On redemande encore un nouveau truc en tant qu'expert comptable. Moi, je pense qu'on demande aux experts comptables quelque chose qui est plus humain, dans un vrai, tu vois, d'accompagnement, une société de service, en fait. Et pas juste, une fois par an, m'envoyer ma liasse fiscale, tu vois? Ce qui est pas. J'aimerais qu'on parle un petit peu pour finir de toi, mais vraiment toi, de tes passions, de ce que tu fais à côté, parce que du coup, tu es multi-entrepreneur, on l'a Ouais. bien compris là depuis le début. Et c'est vrai que souvent, il y a cette problématique de équilibre vie pro, vie Ouais. perso, réussir à trouver quand même un équilibre, c'est pas toujours facile. Est-ce que toi, avec toutes ces années d'entrepreneuriat, tu as dit que tu avais une femme, que tu étais un mari épanoui et que tu avais des enfants. Ouais. Et comment tu as fait pour trouver cet équilibre et est-ce que ça t'a demandé des efforts particuliers? En fait, oui, ça demande des efforts particuliers. Il y a des bases, il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des sacrifices que tu fais, en effet. Il y a des sacrifices que tu veux pas faire. Tu as des enfants, toi? Oui, j'ai un Ouais, enfant, j'ai un un enfant. garçon Qui a qui a quel 5 âge? ans. Qui a 5 ans, OK. Tu vas pas en faire d'autres, du coup, si tu pas sûr? Écoute, pour l'instant, ma femme ne veut pas et moi je suis pas trop chaud non plus, mais il y a 2 jours, mon fils il m'a dit: «J'aimerais bien avoir un petit frère». Donc tu vois, ça fait C'est les réfléchir. gens qui décident à la maison. Donc moi, j'en ai 3. Il y a un moment où en fait, tu fais des enfants, en tout cas, chacun voit, tu vois, les Amish, leur objectif dans la vie, c'est de faire tous les repas avec leurs enfants jusqu'à ce qu'ils quittent le foyer. Je trouve ça assez beau, dans l'approche, tu vois? De se dire: «OK». Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Ah, c'est marrant parce que je fais attention à ça, c'est pas tous mes repas». Hier soir, j'étais pas chez moi, en l'occurrence, j'étais avec des potes et les potes, c'est là où j'ai fait le plus gros sacrifice, hein. Honnêtement, il y a la période 35-45, si tu arrives à voir tes potes, et faire du sport, c'est que tu vois pas tes enfants, tu vois? Si tu bosses beaucoup. Donc il y a un moment où tu choisis où tu mets ce curseur. Mais le curseur, il est assez simple, hein. Voilà, moi, je vois mes enfants, donc le matin, je les pose à l'école et avant, j'ai déjà passé, on va dire 1 heure et demie avec eux, tu vois? Souvent, mon sport, je le fais avant, donc je vais me lever très tôt et puis je vais courir et puis Oui, je très vais, tôt, effectivement. ouais, ouais. J'ai un rendez-vous avec la piscine le mardi soir aussi, mais sinon, voilà, donc je me lève tôt, je rentre, j'apporte le petit déj, je déjeune avec mon fils d'abord. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes rituels, mais j'adore ces rituels, ils sont super. Le soir, j'essaye, au moins, tu vois, lundi, mercredi, ou jeudi ou vendredi, mais on va dire 3 soirs dans la semaine plus le week-end, de les voir tous les soirs. Donc finalement, j'ai, on va dire 2 soirs où je les vois pas. Mais du coup, je dis non à plein de choses, à plein de monde tout le temps. Ou alors je ressors, mais ça m'arrive rarement parce que ça me saoule. En revanche, souvent, je rebosse. C'est-à-dire que D'accord. je couche mes enfants Tous à ces 9 enfants et heures, c'est reparti je pour rebosse 1 ou 2 heures, etc. C'est partie des choses des sacrifices aussi, mais bien voilà. sûr. Donc je regarde moins de séries Netflix que la moyenne des Français, je pense. Je lis quand même un peu, mais pas assez à mon goût.
Mais voilà, donc mon orga, elle est assez militaire là-dessus. Mes podcasts, j'enregistre le mardi matin et le jeudi matin, c'est à heure fixe. Génération du Turcef, le lundi après-midi et le vendredi matin, la martingale, à heure fixe. Et après, j'ai des créneaux, l'Alvo pour l'après-midi, mes contenus plutôt le matin. Parce qu'on fait aussi de plus en plus de choses sur YouTube, sur voilà. Sacré planning, ouais. Ouais, Ah ouais. sacré C'est assez planning. militaire dans l'approche, mais ça me plaît beaucoup. Et je fais assez peu d'exceptions. Je réponds pas tu vois, nous, on s'est pas parlé trop avant, je crois, hein? Non, pas du Pas tout. du tout. On Ça, tu s'est sais, même avec pas du tout Stéphane que parlé. tu parles, Ouais, mon je assistant. parlais avec ton assistant Ouais. et je t'ai dit enchanté quand tu es arrivé sur Ouais, le palier de la mais porte. c'est cool. Tu vois, ça n'empêche rien à ce moment d'humanité qui est cool, etc. Mais typiquement, moi, il y a un truc que je veux plus faire depuis des années, c'est les 3 emails de on peut se voir à quelle date, ah, mais là tu peux, ah finalement je peux plus et à quel moment. Ça, en fait, je ne perds pas mon temps sur ces choses-là, c'est pas possible. J'ai un assistant, Stéphane, j'utilise cette boîte qui s'appelle Double. Je le paye à la demi-heure, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai vu d'ailleurs, Ouais, je connaissais pas ouais. C'est le et feu. ça a l'air Ça me super. coûte 2 000 € par mois. Peut-être, pour ça, je crois qu'il est même partagé avec un de mes associés. Donc, je suis même pas full 2 000 € par mois. C'est 2 000 € par mois. Enfin, moi, je veux que mon heure, elle me rapporte 1 000 €, 2 000 € en fait. Donc, tu vois, celle là-dessus, je fais très attention à mon temps. Autant mon temps avec mes enfants, je m'en fous, je fais ce qu'ils veulent. Bien Je joue au sûr. Monopoly, Ouais. je fais du foot et puis ce qu'il faut. Mais mon temps professionnel, enfin, sous plein d'aspects très précieux. Voilà. Je fais beaucoup de sport aussi, comme toi, j'imagine, parce que Ouais, je fais pas mal de sport et justement, c'est pour ça que ça me faisait rire quand tu disais, si tu arrives à faire du sport bah, du coup, moi, je vois beaucoup mon fils parce que je l'emmène tous les matins à l'école ouais, aussi, sauf quand je suis à Paris parce que moi, j'habite pas à Paris. c'est Moi, bien, j'habite à Antibes ok, ouais. et du coup, une semaine par mois, je le vois pas et c'est déjà énorme et le reste du temps, par contre, je suis là, tous les jours. Je mange avec lui le midi, je mange avec lui le matin et cetera, donc ça, c'est Le vraiment la midi, tu vas priorité. le chercher à l'école et tout. Oui, exactement, ouais, donc Tu vois, ça, par exemple, c'est des choses que je fais pas. Je suis bah, après, c'est presque parce que je jamais peux le allé faire parce chercher. que Ouais, je travaille de la maison, du coup, ouais, quand je suis à Antibes. ok. Donc, comme il est à 2 minutes, Ouais, non, mais on va le vraiment très, très chercher. Ma cool. femme, elle travaille aussi de la maison, Ouais, donc on se voit tous les jours, etc. Donc, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ouais, puis le sport, moi, ça m'a vraiment permis de me, de me déstresser, de m'apporter un équilibre, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal de trucs à côté. Et sinon, tu as le cerveau qui explose au ouais. bout d'un moment, quoi. Voilà, alors pour le sport, parce que moi j'ai besoin d'avoir des défis. Donc, tu vois, je fais 2 marathons cette année. Je fais là le GR20 dans 2 semaines. On va enregistrer ça et tout. On va faire un super film. Et donc, du coup, j'ai toujours des défis. Donc, ça m'oblige à sortir. Tu vois, j'ai des programmes de running j'ai fait des semi-Ironman à Aix. J'ai fait des trucs comme ça. Et donc, ça m'aide vachement. Mais en revanche, là, cette année, je pèterai une pile sans tout ça. T'as une vie plutôt saine dans ton alimentation, dans ton sommeil, etc. C'est À peu important pour près. toi, ça, Ouais, de... je bois un peu d'alcool, je fume une clope de temps en temps, mais sinon, ouais, oui, non, tu vois, je comme je me lève tôt, je me couche quand même, ça, il y a pas trop de secret, hein, mais à minuit, presque tous les jours, je dors. Si jamais j'ai des teufs, honnêtement, je vais rarement au-delà de 2 heures du mat, heu, tu vas me voir une fois de temps en temps à 3 heures et c'est 2 fois par an max, et j'essaye d'être raisonnable sur l'alcool, mais il y a comme tout le monde un moment. Tu bois toi un peu ou pas, non? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Ouais, c'est le problème de l'alcool, c'est que quand ça dérape, tu vois? Et heu et voilà, mais je suis non, non, dans l'absolu, en fait, j'essaie d'être modéré surtout, Mais c'est bien comme discours parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'ère de la perfection, un ouais, peu ouais. morning routine, faut boire tes 2 litres d'eau, faut machin, faut truc. Alors effectivement, il y a plein de choses à suivre et c'est très important de respecter son corps, etc. Mais faut arrêter de faire culpabiliser les Non, faut gens pas un peu culpabiliser. avec oui, si t'as pas dormi 7 heures, ta journée va être un calvaire Non, c'est sûr. et ton cerveau va pas tourner rond et tu vas être mauvais, tu vois. Donc c'est bien parce que souvent, c'est ce qu'on entend maintenant sur les réseaux Non, c'est sociaux. sûr. Donc Mais tu vois, je monitor tout. J'ai enlevé la Garmin parce que j'ai 2 montres. Après, tout le monde dit: «Pourquoi tu as 2 montres?» Mais en l'occurrence, je monitor quand même vachement, toutes ces choses-là. Cette nuit, elle m'a dit que j'avais fait un sommeil de merde. ça, c'est ton Heu, côté tech, ça. ouais, C'est ton aussi. côté geek. Mais j'aime bien, améliorer tout ça. Mais voilà, c'est sûr que, tu vois, quand tu te lèves à 5h30 pour aller courir, idéalement, il faut qu'à 11h, tu dormes, quoi, tu vois? Donc j'essaye de Et sur tes différents projets, qu'est-ce qui est le plus important selon toi, comme
comme trait de caractère pour les gens qui t'entourent dans tes projets? Tes cofondateurs, tes partenaires, c'est quoi qui est, selon toi, le plus important? La foi, l'enthousiasme, le un peu de vision évidemment, hein. Moi j'ai des visions, mais après, en fait, personne va croire en toi pour un projet, pour ce que tu vas faire dans la vie, quoi. Personne va croire en toi, mais c'est pour, tu vois, nous on achète ce bureau à Bordeaux, la Villa Maria, enfin, je veux dire le projet il est pharaonique. Pour nous, il était à l'époque pharaonique, tu vois? Ça vaut 2,5 millions, on fait 2 millions de travaux. Je veux dire, à Faut un le moment, il porter, faut ouais, avoir une ouais. vision, il faut se dire: «OK, je vais faire le plus beau bureau de France». Et puis moi, du coup, je double le truc. Je me dis: «Bah, tu sais quoi? On va faire une piscine, on va faire une garderie, on va y aller jusqu'au bout». Vrah, tu vois? Puis là, tu vas voir les banquiers, ils se disent: «Putain, il est ouf ce projet», tu vois? Et en fait, je l'aurais fait qu'à moitié. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait du tout, Et tu ça vois? rejoint ce que tu disais au tout début du Mmh. podcast sur les limites, tu sais, un peu les pensées limitantes des Ouais. gens et du coup, tu t'es retiré ces Non, barrières-là mais en de fait, on est ouais, et c'est nous, c'est que nous qui nous les mettons. Alors, souvent, on nous les a mises bien jeunes, tu vois? ouais, Ça peut être, là, une autre forme de foi, ça peut être certaines religions, ça peut être les parents, ça peut être, tu vois, les gens qui te disent, «Tu pas», voilà, l'éducation, l'éducation, exactement. Ça, faut être capable de faire péter tes barrières mentales. Il y a des techniques, il y a des livres, il y a la programmation neurolinguistique. Je sais pas si tu as lu des Tony ouais. Robbins, des gens comme ça. En fait, il y a un moment où, tu dois juste te dire: «Mais tu câblé comme Mbappé ou Steve Jobs, hein. A priori, tu as un cerveau, tu as des neurones, tu as des choses, peut-être qu'il y a des gens qui ont des différences un peu, intellectuelles, qui ont des facilités, mais honnêtement, a priori, si vous êtes là encore, c'est que vous êtes pas complètement débile parce que vous auriez déjà décroché il y a longtemps et vous êtes capable de faire plein de choses très, très belles dans la vie et en fait, la différence entre, ceux qui les font et ceux qui les font pas, c'est ça, c'est la foi, c'est la flamme. C'est, l'envie et qui doit être assez inébranlable, tu vois? Et pour ça, il faut aussi être assez équilibré, mais il y a un moment où moi, je vois des gens qui baissent les bras autour de moi et je veux être cette personne qui leur dit: «Non, mais les gars, en fait, ce truc, on va y arriver, quoi, on va le faire et on va le Ouais, faire». tu es quelqu'un qui motive les troupes, qui Ouais, je crois et ouais? en tout cas, ouais, moi, mais parce qu'en fait, tout ça, ça m'anime, ça m'alimente. C'est-à-dire que moi, être dans une vie, médiocre et misérable, dans laquelle, je me dis: «Je vais pas y arriver, c'est trop dur, il fait moche». Et tu vois, là, il faisait moche pendant 2 semaines à Paris. Tout le monde se plaignait de ça partout sur les réseaux sociaux. Mais on Mmh. s'en bat les couilles, en fait. Quoi, il pleut et alors quoi? Quoi? Je dois me flinguer? Enfin, non, mais tu vois, c'est quoi? Tu vois, ces gens qui passent des mauvaises vacances parce qu'il a plu tout le long et je sais pas, fais d'autres choses. On s'en fout. Tu peux pas laisser les aléas, tu vois? Mais c'est un état d'esprit et en fait, moi, je veux être de ces gens, tu vois, qui, si demain, on est en guerre et que, j'ai mes enfants, je veux que mes enfants, ils aient la best life en guerre, quoi. Parce que c'est mon rôle, tu vois? Parce que tu l'as vu ce film, dont je parle, non? Non? Comment il s'appelle? Ah, vous allez le retrouver, on le mettra dans les mais avec cet acteur italien incroyable et puis il fait vivre, une vie fantastique pendant la guerre 39-45 à son fils, alors que limite ils vont dans des camps et tout, le truc est affreux. Il te fait tu vois, ça me fait des frissons, mais en fait, c'est un état d'esprit, tu vois? Et on a à moins que tu sois, médicalement, atteint, et ça, je suis désolé pour les gens qui le sont, mais on a tous le choix, d'être heureux, quoi, tu vois? Et Bah, d'avoir une belle vie. c'est un beau message. Pour finir, je vais te demander, en ce moment, je vais te poser 2 petites questions. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment? Et est-ce que tu as encore des rêves de projets? Est-ce qu'il y a encore, des trucs qui te font Mmh. vraiment vibrer, des rêves même les plus fous, hein, que tu aimerais accomplir, en termes de business, je parle? Business. Qu'est-ce qui m'inspire le plus en ce moment? À tous les débats autour de l'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fascine, tu vois? J'ai eu la chance de recevoir Yann Lequin qui est un peu il y a Sam Altman, il y a Yann Lequin, donc ça me il y a un truc, mais si je devais juste potentiellement rentrer dans un cliché, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est l'autre, quoi. C'est mon podcast, c'est ton podcast, c'est en fait, d'écouter des gens qui font des choses différentes, qui pensent différemment et qui m'alimentent. En fait, moi, jamais je me lasse, tu vois? Ça fait 7 ans, jamais je me lasse, en fait. J'ai des gens extra et en fait,
capable de dire ces gens font toutes ces choses-là et à chaque fois, c'est une manière différente. Un état d'esprit, une pensée, de temps en temps même opposée, en fait. J'ai des gens qui arrivent chez moi qui cartonnent en faisant des trucs totalement opposés. C'est génial, c'est la beauté humaine, c'est extra. Donc ça, moi, c'est ce qui m'inspire le plus au quotidien. Si je devais prendre une verticale, c'est l'IA, ça c'est sûr. Et tester ça, ça me fascine. Au niveau business, moi, ce qui me fait rêver, ce que je voudrais faire, c'est encore élever le niveau sur les contenus. C'est vraiment ça qui te Ouais, passionne, c'est ça qui me vraiment, c'est passionne. vraiment le contenu. Tu vois, là, on part faire ce GR20. En fait, j'ai des sponsors, tu vois, comme toi, avec Penny Lane et HubSpot. Moi, j'ai Samsung qui me suit, Conto, des marques, le Vieux Campeur qui nous équipe entièrement, qui nous sponsorise en plus. Tu vois, on a une marque, ils vont m'en vouloir, j'ai oublié, mais c'est tout nouveau, ça vient d'être signé, et qui fait des compléments alimentaires. Et donc, en fait, je fais ce projet-là avec des entrepreneurs, on va tout filmer, on a 2 caméramans. Le GR20, je rêvais de le faire. Là, je vais le faire. En plus, je suis payé. Ah, tu allies le kiff et Non, mais tu vois. Et donc, moi, j'en veux plein des comme ça, en fait. J'en veux plein des comme ça. Et tu vois, j'aligne des trucs, mais je crois que, tu vois, je le réalise en te le disant, mais c'est le résultat d'un travail de yinche pendant 25 ans, sans relâche. Mais en revanche, j'ai toujours ce truc de me dire, trucs qui m'emmerdent, je les mets de côté, je les sous-traite. C'est pas moi qui les fais. J'ai un assistant, j'ai un machin, j'ai un truc et je l'assume, tu vois. Bah, écoute, en tout cas, je te connaissais pas. Je te connaissais au travers de tes podcasts, mais je te connaissais pas directement. Et je te remercie beaucoup. C'est trop Je sympa. te tape un check Merci, même, mais moi, parce que vraiment, ouais. j'étais ravi de faire ta connaissance. J'ai découvert un homme qui est hyper inspirant et vrai. Et on sent la passion dans ce que tu racontes. Et du coup, merci de t'être livré au jeu. C'était vraiment un plaisir Bah, de te recevoir. Et j'espère que ce soit ma communauté d'entrepreneurs ou ma communauté d'experts comptables qui me suit ouais. aussi, découvriront ton projet du moment qui Et est Alvo et que ça pourra te donner un petit peu de un petit merci, peu d'aide Jonathan. sur le Moi, je te sujet. retourne le compliment. Tu vois, un des trucs qui me chagrine, un des trucs qui est dur pour moi, c'est qu'en plus, je rencontre plein de gens comme toi que j'adore et qui m'inspirent et qui, tu vois, qui sont, enfin, tu es l'expert comptable que je peux dire que je rêverais d'avoir parce que ce serait pas sympa pour mes experts comptables. Je t'ai dit que je les adorais, mais qui est pas du tout le cliché dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ceux qui sont là, ben, doivent aussi s'inspirer de ça. Mais mon grand regret, c'est que bah, j'en vois tellement d'invités extra, et là, c'est l'inverse, que j'arrive pas à revoir assez de monde après. Et c'est trop dur pour moi parce que tu vois, j'ai tellement envie, j'aimerais que mes journées soient plus longues, que ma vie soit plus longue. C'est vraiment le gros truc le plus Bah, c'est vrai que difficile. dans un podcast, on crée du lien quand Ah, mais même. grave. C'est incroyable. Là, on a peut-être fait 2 heures de podcast. Et c'est vrai que c'est une relation accélérée un peu. Ouais, C'est vrai que c'est un super échange où on se livre mutuellement. Et du coup, vraiment, trop c'est bien. incroyable. Mais c'est vrai qu'après, t'as pas le temps après de revoir tout le monde. Mais ça crée un contact en tout cas. Et potentiellement aussi du business derrière, Tout à fait. notamment là entre mon cabinet et Alvo. Bah, Donc, trop cool. donc Et je dis une chose avant, à te laisser fermer, mais à ceux qui nous regardent, abonnez-vous à Podcast Multi, abonnez-vous à Jonathan sur LinkedIn, sur Insta, c'est ça, exactement. ailleurs. Mais voilà, c'est important de s'abonner aux créateurs de contenu parce que c'est comme ça aussi que souvent c'est un marqueur, mais on y pense, ça paraît évident, mais il y a plein de gens qui vont vous peut-être partager. Et moi, mon secret, c'est en grossissant tout petit à petit, c'est qu'à chaque épisode, souvent on pense à quelqu'un. Et ben envoyez-lui cet épisode sur WhatsApp, envoyez-lui cet épisode par mail, on s'en fout, voilà. Partagez-le à 2-3 personnes et si à chaque épisode de Jonathan, 3 nouvelles personnes débarquent, ton podcast, C'est très gentil. il va me battre un peu trop vite, mais on va faire attention. C'est- Vas-y doucement quand même. C'est très gentil de ta part. Bon, vous avez vu, le professionnel quand même, c'est l'invité qui fait quasiment la conclusion. Donc effectivement, je vous invite à commenter, liker, partager, c'est vraiment important. C'est ce qui nous donne de la crédibilité, de la visibilité, ce qui permet aussi de donner de la visibilité à l'invité, au podcasteur. Donc c'est vraiment important pour nous. Et puis bah, bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Multi et merci d'avoir suivi.